Bonjour à toutes et à tous, à nos 5 spectateurs, ça y est. 5 spectateurs plus que nous pour ce live, donc comme vous le voyez, nous sommes que 3 ce soir puisque Rémi est absent. On l'embrasse bien chaleureusement, notre cher Rémi. Et nous nous retrouvons donc à 3 avec Clément et Benjamin. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Nouveau surnom, Dany pas de veste. Ashraf Surimi. Qui t'a sorti ça? Moi tout seul. Ça me fait rire. Je pensais que ça venait de Pix. Et Non, toi, ça aurait Benjamin? pu. Très bien, on a plus d'espace sur le canapé, donc c'est un très bon début de live. Très bonne Donc nouvelle. déjà, le confort est au rendez-vous. Exactement. Tant mieux. Et moi je tenais quand même à vous féliciter, messieurs, pour cette croissance exponentielle du compte Instagram La Buvette, le seul média qui double son nombre de followers En une semaine. en une semaine. Incroyable. Si vous nous suivez pas encore sur nos comptes, n'hésitez pas à le faire. Déjà c'est un scandale. Si vraiment là vous êtes sur live Twitch, vous faites partie des 5 et vous suivez pas le compte, c'est scandaleux. C'est complètement fou. C'est une anomalie pour être là sans nous suivre d'ailleurs. Complètement. Donc voilà, vous pouvez nous suivre si vous voulez avoir le secret de faire des dizaines de milliers de vues, puisqu'on va peut-être même atteindre la centaine d'ici la fin de l'émission. Et pourquoi pas. On n'aura pas le secret d'être pertinent, on Ouais. aura le secret on va de faire des vues. Clairement. Donc bon, programme du soir, le premier sujet, l'apéro sur le bilan 2023. Bilan foot, qu'est-ce qui vous a marqué sur cette année 2023? Second sujet, on va parler encore d'Europe avec le tirage au sort de ces coupes européennes qui a eu lieu ce midi et notamment le tirage au sort pour les clubs français. Et enfin, on finira donc par notre traditionnel quiz. Est-ce que vous voulez la thématique du quiz tout de suite ou vous attendez la fin de l'émission? On attend la fin. On attend la fin. Ok. Toujours. On attendra la fin alors. Surprise pour le chat, il va falloir rester présent jusqu'au bout. Et commençons dès à présent le sujet l'apéro sur le bilan 2023. Du moins, qu'est-ce qui vous a marqué le plus en 2023? Benja? Alors c'est parti, on part sur ce premier sujet, le bilan 2023. Donc forcément dans cette année 2023 il y a le triplé de City. Donc en ayant marché sur l'Europe, la Première Ligue, mais je veux noter aussi sur ce triplé. Ce qui m'a énormément marqué, c'est quand même la saison d'Arsenal, qui a confirmé les attentes d'Arteta la saison encore d'avant, qui avait amené quand même de belles perspectives pour Arsenal la saison précédente, et qui l'a confirmé en se battant jusqu'à la fin contre City, malgré une chute au classement terrible à la fin, qui a amené City à reprendre le lead et à gagner la Première Ligue. Mais pour moi, ça m'a marqué de revoir un Arsenal avec des ambitions de jeu magnifiques. Ça fait quand même du bien pour voir ce club, malheureusement rival de Manchester United, mais grand club quand même pour les francophones. Arsenal, Des fins croisées. Donc forcément, Arsenal, c'était beau de revoir ça. La façon, la manière, le jeu. Et forcément, ça rend la victoire de City. Si je n'aime pas ce club du tout, mais malheureusement, ils ont les meilleurs joueurs du monde et les plus grands coachs du monde. Et le plus grand coach du monde. Donc, ils ont fait. Ça ne fait que mettre en avant encore plus la qualité de cet effectif. Avec un triplé historique, qu'on le veuille ou non. Et ensuite, j'ai envie de noter quand même aussi la saison de Lens, qui a fait une saison de Ligue 1 magnifique, Ils ont été à la lutte avec le Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de saison pour ensuite entamer un parcours européen que l'on peut trouver, si on regarde les chiffres, troisième de poule, pas fou, mais finalement ils ont réussi à battre ce fameux Arsenal dont je parlais juste avant, à la maison. Ils ont réussi à accrocher Eindhoven. Non, ils n'ont pas accroché Eindhoven. Non, c'est Séville qui 2 fois. Donc si on leur avait vendu ça aussi, ils auraient signé tout de suite et ils se sont bien battus malgré tout et sont à leur place finalement dans leur poule. Et forcément, encore une fois, la chute de Lyon. Donc ça, on peut pas le mettre de côté malheureusement. Mais si cette saison devait se résumer à la chute de Lyon, elle peut aussi se résumer à la seule victoire qu'il y a eu contre Monaco ce week-end. Presque, tant le peu de victoires il y a eu cette année. Et voilà sur quoi je peux résumer globalement la saison.
puisque pour moi la Coupe du Monde ne compte pas. C'était en 2022. Ouais, c'est ça. Donc voilà, à moins que j'oublie un événement, sûrement je dois en oublier puisque... Non, moi je dirais juste à la limite dans ce que tu dis sur City à noter le retour du neuf dans le foot, parce que City a couru pendant des années après la Ligue des Champions, en jouant avec des faux numéro 9, pas de numéro 9 du tout. De Bruyne a déjà joué entre guillemets à ce poste-là dans l'équipe de Guardiola. Là ils se disent allez, il y a un mec, il a l'air un peu stratos. Guardiola se dit bah pourquoi pas, tant qu'à faire, finalement je me suis peut-être trompé. C'était une vraie interrogation hein, quand on signe à City. On se demande comment il va s'adapter. Exactement. Et au final, c'est peut-être la plus grosse réussite de sa carrière. Moi je trouve, sincèrement, c'est au final se rendre compte qu'un petit peu de pragmatisme dans tout ce qu'il a révolutionné dans le foot, vous pouvez apporter, et au final ça donne ce triplé historique, avec surtout finalement cette victoire en Ligue des Champions où clairement ils ont écrasé du début à la fin la compétition, parce que outre la gagner, il y a la manière dont tu la gagnes, et on a rarement vu une équipe dominer à ce point-là cette compétition. Clairement, il n'y a pas eu un match où on s'est vraiment posé des questions, et Dieu sait qu'ils avaient quand même un parcours solide. Et je pense qu'Haaland là-dedans, même si en Ligue des Champions, il aurait pu être un petit peu plus décisif en demi, en finale, malgré tout, sur tout ce qu'il fait dans la saison et ce qu'il apporte, comme aussi liberté finalement à ses autres joueurs, parce qu'il a une mission, elle est très précise, et en plus de marquer des buts, c'est faire chier les défenses adverses, et obnubiler ses défenseurs centraux. Et ça a été super intéressant là-dessus, clairement. Ils ont marqué l'année foot 2023 grâce à ça. Mais tu vois, moi, pour compléter tes propos, tu vois, par rapport à Manchester City, en fait, tu retrouves des certitudes que tu avais dans le football, on va dire traditionnel, c'est-à-dire un grand numéro 9, mais également une sentinelle, même si on peut pas dire que c'est forcément une sentinelle tout seul devant la défense, mais Rodri, le choix de... C'est Rodrigo, c'est un vrai prénom. C'est ça, à chaque fois je le doute. Mais Rodri, en son importance dans cet effectif-là, et pourtant, Guardiola arrive aussi à faire de l'innovation avec ses 3 centraux, ses sons centrales qui montent justement au niveau de Rodri, et c'est ça qui est fou. Enfin, encore une fois, City, il y a déjà eu des triplés dans l'histoire de l'Europe, United pour ne pas les citer, mais City, là clairement c'était un mastodonte quoi. Ils ont roulé sur tout le monde, et d'un côté moi je me demande si tu vois, est-ce que les autres équipes européennes, hormis Arsenal, mais Arsenal qui revient juste j'allais pas dire d'entre les morts, mais qui revient de pas loin quoi, ils étaient 5-6 d'entre les morts, on peut le dire. Et là City en fait a l'impression qu'il n'y a pas de concurrence entre guillemets au niveau du jeu proposé, de l'efficacité, parce que c'est surtout ça que Guardiola a réussi à avoir l'année dernière. Mais en fait, est-ce que c'est City qui est vraiment trop fort par rapport au reste, ou est-ce que ce sont les autres équipes qui n'arrivent pas à rivaliser avec une équipe qui est vraiment très forte? Moi, je pense que c'est plutôt City qui pour moi comme tu disais, on a retrouvé du pragmatisme, donc ça totalement même je trouve qu'il y a eu je dirais pas de l'humilité, mais limite de voir Guardiola se dire faut que je la gagne cette Ligue des et mettre certains principes de côté ou revoir ce qu'il a vu. Après c'est toujours adapté, ce qui fait que c'est pour ça qu'il gagne tout le temps. C'est ça que je trouve fou chez lui, c'est que ce mec là c'est pas un pragmatique c'est un pragmatique dans sa vision du foot, du jeu plutôt, pas du jeu en tant que tel, avec sa façon de voir le jeu, c'est-à-dire lui il va toujours gagner avec la manière, ça va pas être du jeu à la Mourinho, etc. Et la saison de dingue du Napoli, bien sûr, la saison de dingue du Napoli. Mais le fait de le voir arriver à foutre un neuf alors que lui n'en voulait plus, et je trouve qu'on peut mettre ça en exergue avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, qui se prive d'avoir un neuf, puisque Luis Enrique est aussi un adepte de ce principe-là, du faux neuf, ou d'un mec devant les milieux qui n'est pas forcément au profil purement pivot, et finalement, ou même purement buteur, et finalement là, Guardiola a enfin mis ça de côté, même elle n'a pas fait de cette fameuse folie en finale ou en demi-finale à changer son effectif, ce qu'il avait souvent tendance à faire, à innover quelque chose de nouveau. Je trouve que dans sa saison, ça a été
pas une forme d'humilité, mais de remise en cause de ce qui se faisait déjà. Moi, Il je disait, qu'est-ce que je vais faire pour la gagner enfin? Et Cette fois, la gagner, je vais la gagner comme ça. Moi je suis entièrement d'accord avec toi, et ce qui est encore le plus fou, et c'est pour ça que Guardiola est certainement, et je pense qu'on peut vraiment se poser la question, c'est le plus grand coach de l'histoire, je pense. Mais ce qui est fort, c'est que justement il arrive à maintenir un niveau aussi de football depuis combien d'années? Parce que là on cite du coup le Napoli, et c'est vrai, Air Max, t'as raison dans ce que tu dis, la saison du Napoli est absolument incroyable l'an dernier, et puis toute l'émotion qui est autour de ce titre retrouvé une dans qualité cette de jeu ville, aussi mais on parlait de Lens. Mais en fait, Lens, ils font un début de saison où à un moment donné, ça s'effondre un petit peu, tu vois, t'as un passage à vide. Alors City, ils sont pas premiers, et pourtant ils sont exceptionnels, mais Guardiola arrive, bon après t'as un effectif qui fait que aussi. Mais tu vois, on parlait aussi du numéro 9 retrouvé. Mais il arrive aussi à prendre un Julian Alvarez, qui est peut-être un des meilleurs neufs du monde à l'heure actuelle, et à le remodeler dans un nouveau poste. Ouais, mais tu vois, alors ça, moi ça m'embête un peu plus, parce que je pense qu'un Alvarez, c'est un Agüero finalement, et le mettre milieu droit, le mettre à gauche, le mettre à droite, même quand Haaland ne joue pas, il le met un peu au milieu. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Moi je pense par exemple que ce qui est exceptionnel Guardiola cette année, c'est Doku. Moi, jamais de la vie j'aurais pu penser qu'il ait une telle intégration, qu'en plus il arrive vraiment à tourner le système, c'est-à-dire les consignes elles sont vraiment très très claires pour Doku, c'est-à-dire vraiment tu restes au contact de ton latéral, faut simplement te faire un petit appel contre appel pour recevoir le ballon, et là c'est pas compliqué, c'est du 1 contre 1, du 1 contre 1 permanent, et lui derrière avec des qualités qui sont les siennes, il est très fort là-dedans, mais il a réussi à le mettre en conscience dans un style de jeu et à un niveau de jeu surtout que Doku avait jamais touché. Là-dessus il est très fort. Alvarez, je veux dire, quand t'as un joueur aussi complet, tu peux pratiquement le mettre où tu veux. Mais je trouve ça un peu dommage presque, parce que pour le coup, j'adorerais voir Alvarez un peu en dessous d'un Haaland, ou voir quelque chose, tu vois, d'un peu plus. Alors que là, pour l'instant, c'est plutôt du 1 pour 1, c'est un peu particulier. Comme Foden, un joueur comme Foden, pour moi, il est tellement fort que je comprends pas comment, par exemple, l'année dernière, il est pas tout le temps titulaire. C'est presque frustrant de pas le voir, ce mec. Exactement. Mais ce qu'il y a, c'est que, et on en reviendra un peu à mon point, c'est que malgré tout, ils ont un effectif. C'est ça, exactement sur ce que je voulais dire aussi, c'est qu'au final, le mec, déjà, il arrive à transformer des joueurs. Quand tu parles de transformer Doku, de la transformer, c'était déjà, en tout cas en championnat de France, un mec intéressant. Mais bon, bref, de là faire le palier, la jonction Rennes City et direct titulaire, c'est là que je trouve ça fou. D'ailleurs, t'as d'autres profils comme Nathan Ake, complètement. Derrière, avec des mecs qui font pas du tout les mêmes performances. À Kanji, pour moi, jamais j'aurais une pièce sur ce mec-là. Aussi fort, même un Nathan Ake. Mais Nathan Ake, ce qu'il y a, c'est qu'avec les Pays-Bas, moi, chaque fois que. Alors bon, les 2 matchs contre la France, il était nul. Genre, il est pas bon, quoi. Il jouait où avant déjà, j'ai perdu. Nathan Ake, il a joué à Chelsea. Oui, mais il jouait où encore avant? C'est Bournemouth. Bref. Et bref, t'as déjà 2 profils que je trouve ça fou. Même Jack Grealish, que tu vas acheter à une somme faramineuse, qu'est-ce qui te dit que le mec va être aussi fort au vu de ce que tu vois? Alors oui, le mec il a un rapport pied-ballon. Jamais tu te dis, pour le coup, quand tu vois l'équipe de Guardiola, qui demande énormément d'efforts, de courses ou même d'investissement collectif, t'as du mal à voir un Jack Grealish qui est plutôt le mec, tu vois, avec un profil nonchalant, le mec qui est plutôt dans. Enfin, moi jamais j'aurais pu croire qu'un Jack Grealish puisse. Et donc du coup, je rebondis sur ce que tu dis sur l'effectif. À la fin, encore cette année, tu vois, Grealish, l'an dernier, il finit une saison où il est presque titulaire, et là, cette année, il joue pas. Enfin, il n'est pas titulaire. Mais non, là, les derniers matchs, il est titulaire. Oui, mais il y a une rotation offensive qui est folle, quoi. Regarde, t'avais Mahrez qui était quasiment remplaçant. Et en fait, dans le mercato, alors est-ce que c'est Guardiola, est-ce que c'est la direction sportive de City qui a félicité, mais il n'y a aucun raté dans le recrutement, quasiment. Ouais, quasiment, ouais. Un des plus gros ratés, on pourrait presque dire que c'est juste Leroy Sané. Leroy Sané a fait son boulot. Et Leroy Sané au niveau qu'il était à City, tu le prends à Paris. Et Leroy Sané, tu vois, c'est pour ça que Guardiola n'a jamais gardé. Il a jamais vraiment été convaincu de ce joueur. En tout cas dans son effectif. En dehors, Bayern il est bon, mais c'est pas non plus. Alors oui, il fait une très bonne saison. Mais c'est ce que je disais hier, moi je regardais les matchs du Bayern, Sané il est ultra frustrant, et c'était exactement la même chose à City. Ça l'empêche pas d'avoir des bonnes stats à la fin de l'année, ça l'empêche pas de jouer pléthore de matchs, parce qu'il a un rapport pied-ballon et des qualités physiques qui sont monstrueuses, dignes des plus gros joueurs vraiment en Europe, mais vraiment du top 10. La grosse problématique, c'est les choix qu'il fait.
quelle que soit la situation, c'est très souvent les mauvais, et ça change un peu tout. Et c'est justement, moi, ce qui m'étonne avec un Doku, qui était un petit peu ça l'année dernière. L'année dernière, il faisait des courses de 40-50 mètres. Là, il est déjà dans les 30 derniers mètres, donc et peut-être que... Mais en tout cas, on lui a expliqué ce que c'était un choix simple, et il l'a compris. Sané, t'as l'impression qu'on peut lui expliquer, faut lui expliquer très longtemps, parce que visiblement, il n'a toujours pas compris. Tu retrouves les mêmes profils en fait. Tu trouves un Doku qui ressemble à un Mahrez qui est parti cet été. Ouais. Tu retrouves un Foden qui était l'ancien Leroy Sané en step-up. Et en fait, Guardiola c'est trop fort quoi. Le meilleur coach de l'histoire. Ouais, jusqu'à partir du moment où le mec a changé le foot dans tous les sens du terme, à partir du moment où il est arrivé avec le Barça, le mec a inventé, enfin pas inventé, mais il a sorti un truc qui déjà, moi personnellement, j'avais jamais vu ça. Et derrière, en fait, tout le foot qu'on voit aujourd'hui, donc ce fameux foot là ultra offensif en contre-attaque, vient du fait qu'on se soit mis à défendre. On se soit mis à défendre face à des équipes qui ont la possession. Maintenant, et après, on a réfléchi à comment les attaquer contre ces équipes. Le Barça, on a d'abord essayé de comprendre comment défendre contre eux. Et à la suite de ça, est venue cette philosophie de vouloir, pas cette philosophie, cette volonté d'arriver à attaquer face à des équipes comme ça. Donc est né du coup ces fameuses équipes comme le Barça, comme Liverpool, et avec ces fameuses attaques, ces contre-attaques avec Sané, Firmino, et ça pour moi ça a été le début de ces équipes comme ça. Après il y en a eu Leipzig qui est arrivé. Je pourrais en citer d'autres, mais pas beaucoup. Il y en a beaucoup qui proposent ce jeu-là, mais en Angleterre, par exemple, même encore aujourd'hui, tu vois l'équipe d'Angleterre. Regarde l'équipe d'Angleterre. L'équipe d'Angleterre, elle a été marquée par encore Guardiola. L'Allemagne a été marquée quand ils ont gagné en 2014 par Guardiola. Enfin, je veux dire, le Bayern, etc. Enfin, tout le monde, mais au final, la plus grande rivalité, je pense, en termes de coach sur les dernières décennies, c'est Klopp-Guardiola. Et c'est deux préceptes qui sont différents, même si tu t'en retrouves. Il y a eu le passage ancienne école et nouvelle école avec Mourinho, quoi. Et pour moi, du coup, j'y pensais quand on parlait juste avant de Guardiola le meilleur. C'est dans quelle mesure, en fait, un coach arrive à toujours être tu sais, il y a des cycles pour un coach, tu vois, des Van Gaal, etc. C'est déjà 10-15 ans, et lui, ça fait quoi? Ça fait maintenant 15 ans. Et est-ce que, tu vois... Comment, en fait, tu fais pour toujours être aujourd'hui, pour moi, au top du top. Je pense qu'il pourrait toujours être performant, mais lui il parle déjà de retraite, il refait un triplé. Donc est-ce que lui c'est aussi qu'il... Oui, c'est pas Guardiola, il a un but simple. Mais dans quelle mesure ce mec-là, ou comment en fait on peut analyser qu'un Mourinho, que des mecs de l'ancienne école, n'aient pas pu durer comme lui en fait? Tu vois, moi j'ai une question, c'est que... Il y a un truc qui passe plus et lui arrive encore à faire passer, c'est ça qui est fou. Est-ce que désormais, les coachs ne passent pas avant les joueurs? C'est-à-dire qu'avant, dans cette, un peu comme tu dis, l'ancienne école, tu vois, t'avais des Mourinho, les Ancelotti, etc. Moi j'avais l'impression que quand tu regardes les compositions de l'Euro 2000 par exemple, t'avais des joueurs monstrueux partout. Donc on était plus peut-être sur des tactiques qui n'étaient pas non plus, on va dire, révolutionnaires. Le football se ressemblait sur à peu près toutes les équipes. Et désormais, tu as justement depuis plusieurs années l'arrivée du jeu de possession, du jeu de position, le gegenpressing, etc. Et désormais, est-ce qu'on s'attache pas beaucoup plus à des coachs qui arrivent à créer des tactiques comme ça, plutôt qu'à des joueurs qui sont là pour nous illuminer? Et pourtant, il y a eu cette transition, Messi, Ronaldo, puis là maintenant tu as des Guardiola, Klopp. Avant, c'était l'époque de Totti, les clubs vertes, les machins. Et pour lire beaucoup de trucs sur la formation, tu vois, et donc du coup sur ce que Guardiola a insufflé au foot, ou a instauré dans le foot. C'est-à-dire que lui, il a matrixé, c'est pas compliqué, il a matrixé la vision du foot des gens. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on a vu des Busquets, Xavi, Iniesta, ça y est, il fallait plus faire un dribble, il fallait faire des passes. Il est arrivé avec des joueurs qui étaient capables d'être athlétiques sur les côtés, qui allaient à 40 000, notamment ses ailiers, Guardiola, mais aussi Klopp, tu vois. Donc du coup, on est passé dans un football athlétique à la suite, tu vois. Et athlétique plus le fait de vouloir passer. Même l'utilisation des latéraux, c'est lui aussi. Ouais, et puis le fait d'avoir des mecs athlétiques, le fait de plus avoir des mecs qui font que des passes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de 1 contre 1, et donc du coup on en arrive aujourd'hui à la rareté de ces mecs qui font des 1 contre 1, c'est ce que cherche aujourd'hui d'ailleurs tout le temps Guardiola, toujours avoir ce mec en 1 contre 1 sur le côté. Déséquilibré. Et ce mec-là a matrixé la formation dans le sens où on a dit ouais, maintenant tu lâches ton ballon tout le temps, tu dois la lâcher, tu vas chercher toujours un mec athlétique.
derrière, et ben finalement, tous les mecs que tu trouvais Stratos dans les effectifs, c'était des mecs ultra techniques, ultra rapport pied-ballon, c'était d'abord des mecs qui savaient faire un dribble, une passe, une roulette. Il y avait de la créativité. Enfin, il y avait de la créativité, il y avait c'était beaucoup plus créatif que dirigé par le coach, la préformation, dans ce qu'on veut, comment tu rentres dans l'équipe une, tu dois faire ci, tu dois faire ça, et pas autrement, il n'y a pas de liberté plus que ça. C'est ce qu'ont dit récemment Cassano et Michael Owen. Qui disait qu'avant tu avais beaucoup plus de joueurs t'avais beaucoup plus de joueurs fins techniquement qui arrivaient à être performants au niveau gratin européen, alors que désormais c'est un peu plus aseptisé parce qu'on sait que désormais on demande tant de courses à haute intensité, tant de kilomètres parcourus. Et par rapport à ce que dit Benja et ce que tu dis, tu regardes aussi l'interview de Kebal, je crois que c'est le Club des 5, il t'explique qu'en gros même pour lui, tu vois, qui est très fin physiquement de toute façon, en gros ça allait être très très compliqué, il le sait pour la suite, parce que dès 14-15 ans, il faut que tu sois prêt physiquement. Les clubs demandent ça aujourd'hui. C'est-à-dire quel que soit ton niveau technique, si tu n'es pas prêt physiquement, ils vont globalement regarder si tu as une courbe de croissance qui va te permettre d'être prêt physiquement après. Et à ce moment-là, s'ils choisissent de te garder alors que tu n'es pas prêt physiquement maintenant, par contre, ça veut dire que tu es au-dessus techniquement. Mais si tu es au-dessus techniquement et qu'ils se disent que tu vas pas grandir, c'est rideau terminé. T'imagines le truc qui est quand même complètement dingue. Alors que je suis désolé, même encore aujourd'hui, il y a quand même certains joueurs, je sais pas, ne serait-ce qu'un Bernardo Silva, sur le principe, il a quand même une quête, il est quand même comme ça. Je veux bien sûr qu'il a des qualités physiques après tant d'années de football, mais quand il a démarré, il a fallu lui faire confiance. C'était en équipe de du Benfica sans un match en une. C'est pour te dire, c'est l'archétype de ce que tu dis, de ce que tu donc c'est un petit peu la difficulté. Ben, moi ça emmène un peu à ce que je veux dire dans l'ensemble. C'est vrai que ça c'est le point exactement. Je veux dire, Guardiola il a fait des choses absolument dingue, Bielsa également comme on le dit sur le chat, mais malgré tout ça reste un peu plus aseptisé maintenant et je pense que c'est assez aseptisé à partir du moment où Guardiola, quand moins intéressant tout simplement. Quand tu regardes les interviews et tu vois les reportages de ce mec là, même Nasri quand il en parle, il disait bah tu viens dans mon équipe, tu vas gagner dans l'équipe de Guardiola quoi. C'est le mec, tu viens mais tu fais ce que je dis quoi. Il y a pas de c'est pas le mec qui sort du lot, tu vois. Pour moi, maintenant, tu as quelques coachs qui sont beaucoup plus importants que... Tu vas pas essayer de rejoindre l'équipe de Messi ou rejoindre l'équipe de Ronaldo. Tu rejoins l'équipe de Guardiola, mais si tu regardes les projets de coach sur du long terme, au final, tu les vois un petit peu plus sur vraiment le gratin, genre le top 5, top 10 des clubs européens, où il y a des tentatives. À Paris, bon, il y a une tentative par an. Mais c'est des tentatives. Chaque fois, on nous parle de projet, on nous dit il va rester longtemps. Mais pourquoi, tu prends l'exemple du Paris Saint-Germain. Pour moi, pourquoi il n'y a aucun coach qui fonctionne au Paris Saint-Germain, c'est parce qu'il n'y a pas d'identité de club. Par exemple, tu prends, et pourtant Guardiola et City, c'est le mauvais exemple, parce que tu n'avais pas d'identité club à City avant qu'il arrive. Il est en train de construire une identité à ce club-là. Et par contre, pourquoi Liverpool et Klopp, ça fonctionne aussi? Parce que tu as cette folie, tu vois, dans ce Liverpool de Klopp. C'est-à-dire que ce qu'il apporte, il y a un matching, tu vois. Exactement. Et à un moment donné, tu peux pas, regarde, nous, Clermont Foot, on adore le beau jeu, on a Gastien, le matching se fait. Non, mais tu vois, t'as des choses, Tudor à Marseille, t'as collé. Ça fonctionne. Sampaoli, ça peut coller aussi. Et encore, je pense que Tudor collait encore plus. Parce que malgré tout, t'avais un déséquilibre constant, mais t'avais surtout vraiment je suis désolé, mais le droit au but, tu l'avais vraiment encore plus avec Tudor qu'avec Sampaoli. Mais je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que ça, justement, dans tous les clubs de seconde zone, je suis désolé, je suis supporter marseillais, mais Marseille est un club de seconde zone européenne, ça on peut le dire clairement, sans aucun problème, et ben, tu peux pas tenir ces projets-là, parce que quand ton coach est trop bien, soit ta structure est pas en capacité de supporter son projet, soit il va se barrer ailleurs parce qu'il va avoir de meilleures offres, ce qui peut arriver de temps en temps, tu vois. Et c'est pour ça que, moi, soit il va pas avoir le temps parce que tu demandes des résultats tout de suite, et en fait, que toi, si là, tu vas pas en Ligue des Champions, tes finances derrière te permettent pas, en fait. C'est pas possible de pas aller en Ligue des Champions. En fait, on est sur des projets où tu as un tel enjeu économique, et c'est pour ça que, tu vois, moi je fais un peu le lien avec est-ce qu'on commence pas à être sur l'avènement petit à petit de la Super League. Est-ce que la Super League est pas encore en train de se construire toute seule, en fait. D'après Riolo, en tout cas, l'année prochaine, il y a la Super League. Il y a le 21 décembre, ils en ont parlé hier, ils disent que le 21 décembre, il y a donc le tribunal européen qui va décider si, oui ou non, l'UEFA, en gros, je simplifie le monopole sur les compétitions européennes. S'ils disent non, pas forcément, il n'y a pas d'exclusivité, c'est pas parce qu'ils gèrent et qu'ils ont donné des règles que tous les pays respectent.
que c'est les seuls à pouvoir faire une compétition. En gros, la Super League est créée le surlendemain. Après, ouais, c'est Donc, oui, après, c'est pas du tout sur ce qu'on parlait, mais oui, sur ce qu'il disait, c'est surtout aussi pour contrecarrer l'Arabie Saoudite. C'est parce que du coup, vu que les mecs ils récupèrent mais ça, faut voir, parce que niveau business, si on peut justement. Il disait qu'il n'y avait pas un truc commun en Europe pour arriver déjà à réguler ce merdier et à garder les joueurs, ça va aller se barrer à mort en Arabie Saoudite et qu'il disait attention, ça va recruter velu. Ouais. Mais oui, alors en tout cas, pour revenir sur l'année et sur Guardiola, oui, de toute façon, moi, Guardiola. Déjà que j'étais inconvaincu, malgré le fait qu'il soit dans le pire club d'Europe. Je déteste ce club, tout ce qu'il est, mais tout ce qu'il propose est magnifique. Donc c'est ça en fait, mais force est de constater que j'en suis presque à respecter ça, parce qu'au final, tu vois, vu que l'équipe gagne avec la manière, tu vois, c'est tellement... Pour moi, ça dégueule de fric, c'est absurde, mais le problème c'est que vu que ça marche et qu'il y a un vrai truc de fou derrière, ce qui est l'inverse du Paris Saint-Germain en fait, c'est le projet raté Paris, entre guillemets, quand tu vois City. Voilà, tu es obligé de dire bah voilà, bravo messieurs, même si bon c'est un peu gagné, on joue pas avec les mêmes armes par contre, tu vois. Ouais, City va pas se battre avec les mêmes armes que Benfica, tu vois, ou même que Lyon, tu vois. Donc malheureusement, c'est terrible, mais je suis obligé de dire bravo, quoi, c'est extraordinaire ce qu'on voit. C'est ce qui nous fait vibrer. Je fais la transition donc avec le commentaire sur le chat de Air Max. Au final, ça manque de romantisme maintenant, c'est vraiment une vision anglo-saxonne du sport avec des statistiques mises en avant au détriment de la créativité. Je suis assez d'accord avec ce commentaire et du coup je fais le lien avec moi, le bilan, enfin ce qui m'a un peu marqué sur 2023, après on te laissera la main Clément, mais moi je trouve que en fait dans ce sport qui tend de plus en plus vers la Super League, qui est tiré par des projets où il y a des fonds derrière qui sont illimités, en fait je trouve qu'il y a de moins en moins de rivalité dans le foot, et c'est pour ça que je rejoins Air Max là-dessus. T'as beaucoup moins de romantisme dans le football, forcément qu'on aura des contre-exemples, mais les Totti à la Roma ou des grandes rivalités, de grandes soirées de européennes, des AC Milan Inter, ça c'est pareil, on a le contre-exemple l'an dernier, mais je sais pas, il me manque ce truc-là, on a plus je vibre plus avec des équipes. Ouais, mais parce que ça c'est encore un autre sujet, je pensais même plus les stats, le fait que le foot ait changé, si le foot a changé, mais c'est même plus l'idée de parler vision anglo-saxonne, là c'est un autre sujet, c'est à cause de de ce marché-là du foot, de comment c'est encore un sujet qu'on a déjà abordé, comment tu gardes tes jeunes, etc. Le problème c'est que t'as plus aucun jeune du cru qui va jouer dans ton club, qui va y rester dans ton club. Il n'y a plus de foot de région, c'est-à-dire à Saint-Etienne, Lyon, il n'y a plus d'accroche de joueurs, tu vois. Il n'y a plus de joueurs du cru qui vont y rester. Alors un peu Lyon effectivement, mais c'est plus du tout ça, quoi. Il n'y a plus les valeurs. Lens arrive encore à le retranscrire. Encore heureux qu'il y en ait quelques-uns qui les retranscrivent. Mais il y a combien de Lensois là-dedans, question conne. Combien de Lensois déjà? Donc oui, c'est beau parce qu'ils vont se battre, ils vont avoir les valeurs, elles vont être retransmises par, à la rigueur, encore Francaise, des mecs français qui ont l'histoire du club, ancrée. Mais à terme, est-ce que vraiment ça va durer ça, tu vois? Est-ce que déjà Lyon, pour moi, on y arrive au bout, tu vois? On est sur un projet, il n'y a plus de présidence Lyon, etc. C'est fini Lyon, le truc lyonnais bientôt. Hein. On a encore Tolisso, la cadette d'Anani. Mais il n'y a plus Totti, tu parlais de Maldini, Nani, il n'y en a plus. En fait, Donnarumma, regarde ce qu'il a fait. Donnarumma, voilà, puis il s'est barré. Donc, Mais tu as entièrement raison, il n'y a plus de projets qui sont construits depuis l'intérieur et qui émergent grâce à des consortiums d'investisseurs locaux, etc. Tous les derniers projets qui fonctionnent, c'est ce qu'a construit Red Bull avec Leipzig-Salzbourg depuis quelques années. Et encore c'est pas des mecs qui viennent de là-bas. Hein. Là, c'est des équipes. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des personnes étrangères avec un fonds, une entreprise privée, un enjeu économique derrière. Tu déracines ce que tu prends. Les équipes qui fonctionnent là récemment, c'est Arteta Arsenal, un Espagnol qui arrive à Arsenal. Bon, il y était passé ok. C'est Xabi Alonso à Leverkusen. C'est des assemblements, mais t'as pas, et pourtant t'as ce cher Athletic Bilbao qui arrive toujours à survivre, mais t'as plus forcément de projets comme ça qui sont construits depuis l'intérieur, quoi. Ouais, malheureusement ça fait un moment, hein, déjà depuis qu'ils ont commencé. Quand les mecs ils veulent revendre leur club tout le temps, il y a une gestion. À partir du moment où déjà t'as des États qui viennent acheter un club, où en fait déjà même ils arrivent à t'enlever
Ils t'enlèvent carrément. Tu te rends compte, ils te prennent ta coupe, et ils l'amènent dans leur pays. Déjà ça, moi je trouve ça fou. Tu vois, la Trophée des Champions, la Coupe d'Espagne, la Ligue des Champions, après bientôt elle va être jouée en Arabie Saoudite. Tout ce que tu me dis, ça m'amène justement moi à mon point, qui est l'importance de l'argent dans le foot. Alors bon, c'est globalement pissé dans un violon, mais ça reste que aujourd'hui, tu sors d'une Coupe du Monde en 2023, tu fais le bilan. J'ai l'impression d'avoir plus parlé de système économique, structure de championnat, droit télé, montant de transfert et justement rachat de club. En sortie d'une Coupe du Monde au Qatar, dans un pays où des stades climatisés dans le désert ont été construits par des esclaves, on a regardé ça, bien sûr, évidemment, moi le premier, avec joie, on a même célébré cette finale, on est allé jusqu'au bout, on a tout regardé, mais avec un petit sentiment d'aigreur malgré tout, en sachant ce qui avait pu se passer, et toute l'année, t'as l'impression que tu parles plus vraiment de foot. Tu regardes, moi, qui typiquement regarde l'Olympique de Marseille, t'as Longoria qui joue à football manager, qui enlève la moitié de l'équipe, qui remet un coach, qui change de système de jeu, qui remet des mecs, qui ci, qui ça. T'as pas le temps de t'identifier, tu peux pas en vouloir aux supporters, il peut pas y avoir de romantisme à partir du moment où t'as même pas le temps de t'identifier à un seul mec. Un mec qui te ressemble, il va rester 1 an, il va se barrer ailleurs. Tu vois bien que la plupart des mecs font en fonction de leur carrière, c'est-à-dire là où il y a le plus d'oseille. Évidemment, au mercato, t'as l'Arabie Saoudite qui est arrivée et qui a évidemment pris la plupart de, je veux dire en tout cas sur le top 50 des ballons d'or de l'année d'avant, ils en ont pris peut-être, j'en sais rien, peut-être une petite dizaine. En plus ils sont allés choper à droite à gauche les meilleurs joueurs de certains championnats, Fofana chez nous, et t'en auras encore certainement d'autres cet été. T'as l'UEFA qui tourne, qui change encore, on va changer l'année prochaine de format de Ligue des Champions pour que ça fasse plus de matchs, pour que ça ramène plus d'oseille. Il y a de plus en plus de foot et de moins en moins de plaisir finalement. Je pense pour les acteurs aussi. Je pense que c'est typiquement grâce à ça, parce qu'à un moment donné, les mecs jouent tellement de matchs, ils disent tellement de conneries, qu'un Lucas Hernandez, ça choque plus personne, mais ça choque pas tant que ça. Une petite banderole vite fait au Parc des Princes, le mec te dit ouais, moi jamais de ma vie je jouerai pour mon club, c'est Marseille, je suis né à Marseille, jamais je jouerai au Paris. Ils ont rajouté un 0 sur le chèque. Oh bah écoutez, moi je suis un guerrier de toute façon. Je suis un guerrier, je donnerai tout pour le club, vous verrez sur le terrain. Tout ça, forcément, toi tu regardes ça d'un œil extérieur, parce que nous aussi on en a bouffé des matchs, ça fait des années qu'on regarde le foot. Et en fait, je vais pas te dire ça te dégoûte, la preuve c'est qu'on fait cette émission, on l'a lancée il y a pas si longtemps que ça. On continue de regarder vachement de matchs, on l'a dit, grâce à ça aussi on en regarde encore plus. Mais malgré tout, t'as quand même un petit sentiment de détachement. Les sommes, elles sont à des années-lumière de ce qu'on gagnera. Tous les gens qui nous regardent, tous ensemble, on peut se rajouter. On n'a pas le prix du transfert de Kolo Muani, une nouvelle fois, tu vois, typiquement. Donc ça devient difficile à expliquer. T'as des fonds d'investissement, la vanne en parlait tout à l'heure. Même dans ce que vous disiez tout à l'heure, combien de fois vous avez parlé d'économie, de rachat de club, d'Arabie Saoudite, voilà. On tourne que autour de ça, et moi sincèrement j'aimerais, et ça m'a beaucoup intéressé, j'avais lu moi il y a des années le livre sur l'idée reçue dans le foot de Pascal Perry. Super intéressant, super court, je le conseille d'ailleurs. C'est pour répondre aux gens, ouais les footeux sont trop payés. Et il y avait des arguments qui tenaient la route. Sauf qu'aujourd'hui ce livre-là, il tient plus du tout la route, puisqu'il n'y a pas de cohérence économique quand des clubs, des États entiers, en effet, sont rachetés par des clubs, et des clubs sont rachetés des clubs sont rachetés par des États, et donc ils vont pas avoir de cohérence économique derrière sur combien on paye un mec, combien il va nous rapporter. Il n'y a plus de cohérence. Tapi à l'époque disait à Maradona, je suis capable de lui donner, je sais plus, je crois que c'était 20 millions de francs, et on lui dit c'est énorme pour un joueur de foot, c'est énorme. Et il disait mais vous rigolez, c'est beaucoup plus que 50 000 pour un joueur bidon. Et à l'époque, il n'avait pas forcément tort, parce qu'on restait sur... On parlait de la star mondiale, qui était à l'époque intouchable, la seule pratiquement, et de joueurs moyens de Ligue 1. Donc là-dessus, la différence était notable. Mais aujourd'hui, finalement, même quand tu regardes le gratin des joueurs mondiaux, et ben aussi, on a perdu un peu de romantisme. On a perdu des Messi, MLS, ciao. Ronaldo, Arabie Saoudite, ciao. Neymar, Arabie Saoudite, ciao. Mané, Arabie Saoudite, ciao. Je veux dire, il y a quand même un paquet de mecs qui nous ont apporté, même Busquets, je veux dire, Jordi Alba, des mecs qui ont quand même marqué le football sur ces dernières années, faut pas déconner. Ils t'ont vraiment apporté justement quelque chose, ils ont fait partie de certaines histoires, de certaines équipes.
Et aujourd'hui, bah, t'as plus le temps. Alors oui, je suis d'accord, Naples, ils ont fait une super année l'année dernière. Ben, je suis entièrement d'accord, vraiment. C'était du plaisir à regarder, la folie dans la ville, des super images, des matchs vraiment avec qualité. Un an, cette année, n'importe quoi. Rudy Garcia, président, il pète les plombs. Et Rudy Garcia, comment ça, Rudy Garcia? Spalletti veut arrêter, pourquoi pas? Quelle cohérence! Ouais, non, mais je dis pas, mais quelle cohérence de passer de Spalletti à Rudy Garcia quand tu regardes des matchs. Même nous, on l'aurait pas fait, la connerie, donc c'est quand même pas possible. Et c'est là que, moi, ça me dérange principalement, c'est ça, c'est la manière dont on parle d'argent. On parle globalement que d'argent. Tout ce qu'on dit, et même sur Guardiola, eh ben, c'est à remettre en perspective, parce que Doku, il le prend à Rennes, il le paye 60 bâtons. 60 bâtons Doku quand il le paye. Il avait raison, au final. Il avait raison, évidemment, il connaît plus le foot que moi, certainement. Il n'y a aucun problème, évidemment. Mais 60 bâtons Doku, moi je me dis que c'est magnifique pour Rennes. Quelle carotte! Tu t'es dit, toi, 60 bâtons? Tout le monde se l'est dit. Ah, franchement, tu dis que c'est exceptionnel, évidemment. Où est le bateau? Faut l'amener tout de suite, faut y aller, quoi. C'est vrai. Et malgré tout, bah, bon, il arrive encore, évidemment, à faire de magnifiques choses. Mais si tu regardes le prix des transferts, je me rappelle, il y a un an ou deux, c'est quand le dernier qu'il achète, bah, ça doit être à Kanji, où ils font le bilan de ce qu'il a acheté en défenseurs centraux. Ouais. 1 milliard, je crois, c'est ça, ou peut-être pas 1 milliard, mais peut-être sur les 500 millions. centraux. Non, mais c'est exagéré, parce qu'il y a des mecs qui sont passés, parce qu'on disait, ouais, il fait des super mercato. T'as oublié, hein, Mangala, il est où? Mangala, il a 33 ans, il joue plus au foot, le mec. Je sais même pas s'il joue. Enfin, je veux dire, bon, t'as quand même des mecs, Otamendi même, il a fait quelques matchs, mais ça n'a pas été, et il l'avait payé 70 bâtons aussi. Bon, faut remettre quand même quelques petites choses dans leur contexte. Et au final, ben, les paris, c'est exactement la même chose. Donc aujourd'hui, on est obligé de prendre, et c'est typiquement le cas pour n'importe quel mercato, de refaire effectif, ok, combien d'argent ils ont mis en face, et combien d'argent ils ont. Parce que sinon, en fait, malgré tout, ben, si tu regardes que le fond des équipes, tu peux pas expliquer les résultats. Oui, d'accord, mais t'as quand même. Et c'est dommage en fait d'en venir là, mais t'as pas le choix. Tu peux quand même avoir une proposition de jeu, une proposition de football. Évidemment. Mais tu peux plus, avec ce système-là, mais qui est économico-global partout, parce que c'est mondial, bah tu peux pas t'attacher à qui que ce soit particulièrement. Tu peux pas rivaliser avec les grandes équipes. Moi, je suis presque sûr que tu puisses même plus faire. Tu vois, t'as encore de la chance d'avoir des Real Sociedad, des Athletic Bilbao, mais en fait, on t'enlève tellement tout du foot. En fait, on t'enlève tellement la possibilité déjà quand tu regardes. Pour moi, la première ligue, mais même en Ligue 1, quand tu regardes en fait au final. Tu vas dans un top, on t'enlève la possibilité d'être dans un top 10 à partir du moment où en fait il te faut tellement de thunes pour déjà assumer le calendrier sportif, avoir la qualité des joueurs pour être bon, déjà ne serait-ce que sur un match lambda. Si tu prends juste en quantité le nombre de joueurs qu'il faut pour assumer le calendrier sportif, comment tu veux qu'une équipe qui va avoir une volonté de jouer avec que les joueurs de son cru, avoir autant de joueurs du cru, tu vois, si tu tiens le trait, t'exagères forcément, tu vas pas sortir 11 joueurs, ça arrivait une fois le Barça, ils en avaient 11, ils avaient pas, et je suis sûr qu'on s'est amusé à regarder le calendrier sportif de 2010 ou entre 2010 et 2008, je pense qu'on hallucinerait par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui. En fait, et c'est ça que donc, du coup, rien que ça on l'enlève. Des effectifs, du coup, en fait, les équipes qui ont le plus d'argent, c'est eux qui arrivent à construire des effectifs plus larges. C'est pour ça que tu domines à un moment donné quand les effectifs sont. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui acceptent de s'asseoir sur le banc. Ouais, mais si tu veux, malgré tout, quand t'as dit ça, ce qui déconnecte un petit peu aussi les gens du foot, c'est typiquement justement dans une petite ville comme la nôtre, avec une équipe qui fait quelque chose d'exceptionnel à monter en Ligue 1, bah tu regardes la masse salariale du Clermont Foot. C'est ridicule par rapport au reste de la Ligue 1, mais c'est à des années-lumière de n'importe quelle entreprise qui est sur cette place. Regarde, on en rigole. Il n'y a rien qui va. Il y a rien qui va. T'as 25 mecs, les 25 mecs, tu prends. Alors t'en as une petite dizaine qui ont des salaires classiques comme toi et moi, nanani. Mais le reste, c'est complètement incohérent par rapport à ce qu'ils font sur le terrain. C'est exactement ce que disait Tapi. Vaut mieux filer 25 bars à Maradona. Ça, c'est l'argent du foot. Il le génère derrière. Il le génère pas forcément, justement, ces mecs-là. Est-ce que Rachani te fait 60 000 par mois? Après, par contre, pour rivaliser, t'es obligé d'avoir des joueurs qui évidemment, mais c'est pour ça, c'est ça que je veux te dire. C'est cette incohérence-là. Ouais. Le projet ne peut pas se suffire aujourd'hui. T'es obligé d'aller dans ce type de chemin. Regarde au final, à la fin, comment t'es récompensé avec ton projet. T'es dernier. Donc tout beau projet que tu veux. Et pourtant il y a un super projet, exactement. Je critique pas. Je dis que t'es obligé d'aller là. Tu te bats contre l'Olympique Lyonnais. Alors ils peuvent être éclatés, peut-être descendre à la fin de la saison, ils pourront s'en vouloir qu'à eux-mêmes. Et ils ont un budget qui est 100 fois, 15 fois supérieur. Mais voilà, tu vois que tu dois contre qui?
Tu te bats contre qui? Même Strasbourg. Exactement, mais je suis Même d'accord avec toi, Strasbourg, évidemment. même n'importe. qui sont arrivés De avec quoi on Chelsea. parle? De quoi on parle? Ok, bon, l'argent prépondérant dans le football en 2023. C'était absolument pas le sujet, mais. C'était absolument pas le sujet, mais c'est ce qui nous a marqué. Mais c'était mon point, moi. C'était mon bilan 2023, l'argent. Mais oui, t'as raison. Mais bon, les derniers mots, enfin 2 derniers mots, 2-3, on va voir, pour clôturer ce sujet. Le joueur en 2023, pas le meilleur, pas le ballon d'or. Quel est le joueur qui vous a fait frissonner en 2023? Ouf, frissonner, c'est dur sur l'année Quel est le joueur, la hype, celui que tu as envie de mettre en avant? Bah, c'est facile, je suis désolé, mais moi, malgré tout, et je l'ai un peu critiqué parce que c'est pas forcément le plus beau des 9, mais Haaland avec l'année qui fait. Je suis obligé, Haaland, j'allais dire Haaland aussi. Voilà. Sinon, après, tu peux penser justement, par rapport à ce que disait Armax, en effet, Guevara, Osimhen, ils font quand même des années. Faut les suivre. En Serie A, ça te fait vraiment des magnifiques buts, des super actions, des joueurs que tu découvres. Alors Osimhen, moins pour nous parce qu'il était de la Ligue 1. Guevara complètement. J'avais jamais vu jouer ce type avant l'année dernière. Jamais, pas une fois. Et le mec est vraiment justement rapport pied-ballon, grosse qualité technique, qualité de finition, grosse qualité de 1 contre 1 et super intéressant. Donc ouais, pour justement un peu de romantisme, je te dirais Guevara, franchement, parce que c'est vraiment un joueur que j'ai découvert et arrivé tout de suite quand tu découvres un mec à ce point-là et qui vient de Géorgie, je sais plus quel claque d'un seul coup, il est à ce niveau-là, faire gagner le Napoli première saison, incroyable. 21-22 ans. Ouais. Moi, c'est Rodri qui m'a fait vibrer, tu vois, de retrouver un mec aussi fort, une sorte de Busquets à ce milieu de terrain. Incroyable. L'équipe qui vous a enthousiasmé sur 2023, bon, interdit de répondre City, une autre équipe qui vous a fait kiffer. Et ben même pour pas dire Naples, malgré tout. Milan, j'ai bien aimé leur parcours un peu héroïque. Moi sincèrement, je dirais Marseille. Parce que j'ai bien aimé le Marseille de Tudor, sincèrement, sur toute l'année. Je dirais Milan quand même. Je dirais Milan parce qu'ils ont fait quand même une épopée, mais bon, peu importe comment, mais tu vois, ils ont fait une épopée qu'on n'avait pas vu depuis longtemps pour le Milan. À ce moment-là, il faut dire l'Inter. Du coup. Ouais, l'Inter, ils ont été moins dans le dur finalement avec des championnats à gagner quand même. Mais bon, ils les ont éteints quand même. Oui. Ils ont été bien meilleurs. Ouais, mais bon. Bah, moi je dirais le renouveau d'Arsenal du coup, hein, parce que Arsenal, franchement, cette équipe-là, c'était vraiment l'équipe pour laquelle j'allumais ma télé, quoi. Ouais, c'est incroyable. L'année dernière, c'est très. Mais d'ailleurs, cette année aussi, c'est quand même Cette année, j'ai trouvé ça. Bah, là, par exemple, j'ai regardé un bout du match contre Brighton. Quand je vois ce que nous on a pris contre Brighton, c'est ça qui est fou, hein, les différences. Vraiment deux classes encore. Incroyable. On passe au sujet suivant, l'Europe. Grisou, c'est vrai qu'il fait une saison. L'année dernière. Un beau retour. Il fait une très bonne saison. Il fait une bonne saison, mais pas autant que ce début de saison. Ah oui, peut-être, ouais. Mais encore après la Coupe du Monde, je crois qu'il est pas mauvais. Ah non, mais il est magnifique, c'est un joueur magnifique. Joueur le plus sous-côté d'Europe. Joueur éternel. Joueur le plus sous-côté d'Europe, voilà. Allez, l'Europe, donc avec le tirage de la Ligue des Champions, je vais citer toutes les confrontations. Donc Copenhague qui va affronter l'ogre de la compétition, Manchester City. Le RB Leipzig face au Real Madrid, la Lazio Rome contre le Bayern Munich, le PSG contre la Real Sociedad, très bon tirage, l'Inter contre l'Atlético Madrid, le PSV Eindhoven contre Dortmund, le FC Porto face à Arsenal et Napoli qui va affronter Barcelone. Clément, quelle est la confrontation qui te hype le plus? Clairement Inter Atlético. Très clairement, parce que pour moi c'est la seule où vraiment tu as pas de favori. L'Inter est une équipe que je suis sincèrement et que j'ai trouvé d'ailleurs assez décevante malgré tout sur le match contre la Real Sociedad. Mais la Real Sociedad est une belle équipe aussi. Je pense que malgré tout, les deuxièmes confrontations les plus disputées sera certainement justement Paris-Real Sociedad. Donc ça reste à voir, mais oui, pour moi, clairement, Inter-Atlético, ça risque d'être un match de charognard, type un peu 2010, avec deux coachs qui vont quand même pas beaucoup prendre de risques. J'annonce directement que le match aller, je prends un prono, match aller, éclaté au sol, zéro risque, on jouera tout au match retour, ça c'est sûr. Par contre, au match retour, si dès le début, si malgré tout il y a eu une petite victoire, un petit 1-0 à l'aller, ou alors un but dans les premières minutes,
le match retour Inter-Atlético, surtout regardez-le, je pense qu'on peut vraiment voir quelque chose de très sympa. Et après, c'est vrai que je suis pas encore ultra hypé. Il y a quand même aussi Napoli-Barça, à voir ce que ça peut donner. Parce que le Napoli, bon, ils sortent de leur poule un peu bizarrement. Le Barça, ils ont plus de problèmes internes et structurels que de problèmes de jeu, finalement. Bien qu'ils aient des résultats un petit peu en dents de scie. Mais ouais, je dirais, c'est un peu mes 3 matchs à regarder en priorité. Je dirais Naples-Barcelone pour la curiosité, PSG-Real Sociedad pour l'espoir, pour la Real, et Inter-Atlético parce que ça m'intéresse vraiment. Pour ce qui est du reste, sincèrement, je vois pas une seule seconde une surprise, donc évidemment que je serai attentif aux résultats, mais c'est pas les matchs que je vais regarder en priorité. Benja, ton avis sur PSG Real Sociedad? Mon avis, je pense que le PSG s'en sort bien, déjà. Et pas trop mal. Clairement. Finalement, on a presque tout le temps des confrontations déséquilibrées, quoi, presque. Hormis, forcément, moi, je pense que, tu vois, moi, Barcelone, j'étais hypé au départ par leur saison et finalement... Tu réponds bien à ma question, toi. Par direct sur les autres matchs. C'est pas fou. Ah, Paris, ouais. Non, mais vas-y. Ouais, non, si Paris, moi je pense attention Paris, même si je pense que j'ai sous-estimé la qualité technique de l'effectif du Paris Saint-Germain, que je trouve que, voilà, techniquement ils sont très bons, quand même ils arrivent à être très bons, mais je trouve que collectivement, devant ce but, est-ce que vraiment ça a vraiment du caractère Ligue d'Esch, à les épaules Ligue d'Esch? Bon, la Real Sociedad, s'ils sortent pas la Real Sociedad, ça sera un échec monumental, mais de ce qu'on voit en Espagne et ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, la Real Sociedad, ça joue extrêmement bien au foot. Alors, après, ils n'ont pas des parcours. Ouais. Ils ont jamais, même l'an dernier, ils ont fait des parcours en se faisant sortir par les Rome, etc. à la fin. Même là encore ce week-end, ils ont perdu au final après avoir fait des bons résultats en Ligue des Champions, mais non, je pense pas que. Mais je pense que le PSG va être bousculé là-bas. Peut être vite pris de court, tu vois, une ambiance un peu. S'ils se font un peu chambouler comme à Newcastle, tu vois. Ça peut être ce genre de. L'atmosphère à la Real Sociedad, je la connais pas malheureusement. Mais je sais que quand même, à l'extérieur, ça voyage mal Paris. Donc attention au match à l'extérieur. Si le premier match se joue à Paris, alors Paris devra faire le boulot à mort, pour pas se faire avoir là-bas. Si jamais ils doivent se faire avoir là-bas. Alors après, en fait, défensivement, en tout cas en Ligue des Champions, ils ont pris de la Ligue. Mais ce que je trouve assez terrible pour Paris, c'est qu'au final, vraiment, faut se rendre compte qu'ils peuvent taper City, le Real, le Bayern. Donc ils tapent clairement le tirage le plus favorable. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ils tapent le tirage le plus favorable et on est encore là à se demander si Paris, avec le budget, les transferts, encore une fois, je parlais d'argent tout à l'heure, c'est exactement ça. Avec tout ce qu'ils ont fait, avec Mbappé, avec Luis Enrique en coach, est-ce qu'ils vont réussir à taper la Real Sociedad? Ouais, mais je pense que là, encore une fois, en termes de dimension, normalement, il y a un univers d'écart entre les deux. Et pourtant, on se pose la question, et la question est légitime, de par ce que la Real Sociedad a montré au positif dans sa poule, on termine en premier, dans une poule où il y avait l'Inter Milan finaliste l'année dernière, et ce que Paris a montré, incapable de gagner contre Dortmund. Ils ont fait des victoires à l'extérieur? Paris, je crois pas. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné. Ils n'ont pas gagné à Milan. Ils perdent à Newcastle. Et ils font nul à Dortmund. Donc voilà. Mais donc moi c'est ça que je trouve terrible. Et encore une fois, je n'ai aucune certitude. Je vais pas aller dire le PSG va taper la Real Sociedad. Ils sont favoris parce qu'il faut pas déconner. Voilà, globalement. Et parce qu'encore une fois, si jamais typiquement ce qui se passe contre Dortmund, parce que Dortmund quand même il domine vraiment le match. Il doit gagner ce match. Si contre la Real Sociedad, ils ont le même nombre d'occasions et qu'ils en mettent la moitié, c'est plié au match aller, hein, pratiquement. Enfin, alors avec Paris, on peut pas vraiment dire ça. Donc il faut faire attention. Mais globalement, oui, normalement, ils doivent globalement les éteindre. Après, que la Real Sociedad développe du jeu, du beau football, et peut-être même que Paris se retrouve avec 40% de la possession, mais tu sais que avec les joueurs qu'ils ont, je sais même pas si c'est pas mieux. Parce que si vraiment la Real reste dans son idée de jeu et vraiment s'expose à des contres, même Colomboigny, ça va être son match, je te garantis. Même que le Normand, il va se prendre Dembélé. Après, est-ce que Luis Enrico, avec son ego, acceptera de se faire dominer? Quoi? Enrico.
Enrico Macias. Belle saucisse. Luis Enrique avec son ego. Il va pas t'inventer. Après, acceptera de se faire la humilier philosophie par la Sociedad. la philosophie de la Real Sociedad, c'est quand même proche de ce qu'il aime, quoi. Donc il sait à quoi il va se confronter. Ouais, tu vois. il sait, mais pour moi, c'est bien plus huilé du côté de la Real Sociedad, Ah oui. du côté du PSG, tu vois. Ah oui. Et typiquement, je vois que l'Inter, je sais que si tu veux, l'Inter, c'est une équipe qui va s'adapter à son adversaire. Dans ce que j'ai vu depuis le début de l'année. Contre la Real, c'est ça. Pas de problème pour eux de pas avoir le ballon. Ils vont essayer de te faire mal en compte, ils vont tout de suite s'adapter. Gros bloc, très agressif dans les 30 derniers mètres. Ils sont pratiquement imbougeables là-dessus. C'est très difficile d'aller les chercher. Mais ils s'adaptent. Quand ils doivent faire le jeu, ils sont aussi capables de le faire. Et le seul truc du PSG, c'est que je me demande dans quelle mesure ils vont réussir à être solides défensivement, puisqu'ils arrivent même pas à l'être en Ligue 1. On l'a vu hier à Lille. Ils prennent un but sur une relance d'Asensio, non mais sans déconner, il n'y a rien qui va, alors envoie-y une mèche plutôt, ou dégage en touche quoi, plutôt que cette passe, enfin bon bref. Et derrière, ils sont méga friables en défense, parce que outre la passe ratée, à la limite, bon, ils cherchent à relancer, c'est que derrière, t'as Marquinhos qui est là, qui sert à rien, ou Skriniar, je sais plus. Enfin bon, tu te poses vraiment des questions sur le niveau intrinsèque, tu parles de niveau intrinsèque. Devant, j'ai pas trop de doutes pour le PSG, même si j'ai d'énormes doutes sur Kolo Muani, on sait même pas s'il va jouer, mais même sur, je sais pas, Barcola, Asensio, Mbappé, déjà, bon, bah, sur le principe, c'est déjà pas mal. Par contre, le niveau de la défense du PSG, sincèrement, s'ils se font tourner, ça peut être compliqué. Par contre, en fait, ça va dépendre du système de machin. Hein, ouais, moi je suis Luis d'accord. Enrique, si lui veut faire une folie et encore Promettre un Zaïre Emery à l'arrière droit, c'est terminé. S'il déstabilise toute son équipe en faisant un peu des folies, à vouloir inventer quelque chose qu'il n'a jamais peut-être même travaillé auparavant, ne serait-ce qu'en l'alignant sur un match, bah oui, là je pense que ils peuvent se mettre en grande difficulté. Clairement. Si au milieu de terrain, bah, ils n'ont absolument pas la possession, puisque la Real Sociedad est une équipe qui aime avoir la possession et qui quand même a une qualité technique, en tout cas collective, suffisante pour emmerder un milieu de terrain adverse. Ouais, et puis faut quand même dire aussi qu'ils ont, tu vois, Odriozola, des mecs comme ça, c'est des mecs, c'est d'un niveau technique au-dessus vraiment de la moyenne. C'est-à-dire que le PSG n'a pas ce joueur-là, clairement. Ils ont pas. Attends, tu parles de qui là? De Oyarzabal? Oyarzabal, qui joue faux neuf, Odriozola, non, c'est pas Oyarzabal. Oyarzabal, oh, parfait. Oui, Et bah, Ils ont Kubo aussi. Gorgonzola. Ouais, mais Kubo, bon, lui, j'ai trouvé La vraiment... dernière compo de la Real Sociedad ce week-end, Remiro dans les buts, Amari Traoré à droite qui joue à Rennes. Dans l'axe, le Normand Zubeldia, à gauche Tierney qui était à Arsenal. Mais putain, je l'invente pas, Odriozola. Ah, voilà, oui, j'ai confondu Odriozola et défense. Oyarzabal, évidemment. Milieu de terrain, Zakarian, Merino, Zubimendi, Kubo, et Barenexa, devant, très bon André joueur. Silva, Oyarzabal. Zubielda, Zubimendi, Zubielda, Barenexa, ça c'est des vrais joueurs de foot. Ouais, clairement. Oyarzabal, Ouais, mais tu vois, Bryce moi je Mendes. vois cet effectif, c'est une belle équipe qui peut te faire quelque chose en Ligue Europa. C'est-à-dire que c'est Ah bah, jeune. oui, non, mais oui, oui. c'est jeune, ils ont prouvé et André Silva. félicitations, ils font une très belle phase de poule de Ligue des Champions, etc. Moi je vois cet effectif, je suis enthousiasmé, je me dis ça peut faire quelque chose en Ligue Europa. Ouais. Mais de là à se dire ça peut, et c'est ça qui est triste pour Paris, parce que en fait contre cet effectif-là, Paris, il ne doit pas y avoir de doute. Ah non, mais après, comme l'a dit Omar Da Fonseca, Et du coup- s'il perd, lui, il fera l'émission à poil et ça s'entend. Ça s'entend. Tellement c'est pas possible, quoi. C'est, Oui, mais ce serait complètement anormal. ça serait fou. Mais justement, on le souhaite presque parce que tu te dis, bon, bah, ça ramènerait un peu de romantisme au foot. Si vraiment, je veux dire, ils les battent avec la manière, parce que si c'est pour les battre sur un penalty à la dernière minute, litigieux, c'est pas la Je pense peine. que c'est comme t'as Et dit. s'ils à les domicile- éteignent, bon. À domicile, il y a Type vraiment Ajax, un monde où ils peuvent les éteindre. Vraiment, s'ils décident enfin de mettre toutes leurs actions, entre guillemets, Ouais, je enfin pense, être ouais. efficace. À mon avis, il n'y aura pas match parce qu'un Mbappé, un Ousmane Dembélé, même Zaïre Emery, je pense que ça va leur faire bizarre de dire bonjour aux gamins de 17 ans. Ugarte, quand même, et Vitinha, c'est un très bon milieu de terrain au fil du C'est temps là en Ligue 1. où- Je pense pas qu'ils puissent vraiment être mis à mal par cette équipe-là. Il va falloir voir, Non, justement, mais au milieu de terrain. s'ils prennent le truc dans le bon sens, et peut-être même avoir la réussite à 100%. Tu vois, c'est-à-dire que si ils tombent sur une équipe qui est ambitieuse, mais que derrière, et ben voilà, Mbappé, bling, Ouais, mais typiquement, bling Dembélé, pour moi, là, ce bling, match-là, C'est là où justement Paris doit montrer que c'est un Exactement, cadre c'est ça. de la Ligue des Champions. mais à ce match-là, moi, ce que répondre. j'ai dit depuis le début de la saison, c'est que malgré tout, même si j'ai dit que Zaïre Emery c'était un phénomène et j'en doute pas une minute, Ugarte, Vitinha, pour moi c'était quand même un milieu. J'avais de gros doutes sur le niveau, Oui. step up Ligue des Champions. Déjà là, si au milieu de terrain, il gagne la bataille du milieu de terrain face au mec que t'as en face à la Real Sociedad, techniquement, ça va être très compliqué, je te l'assure. Ah bah oui. Ils sont plus techniques.
Il n'y a aucun doute, la Real Sociedad au milieu de terrain est plus technique. Il va falloir compenser par un super placement, une belle agressivité et également mettre de la qualité technique pour sortir vite, aller chercher justement tes attaquants. Ça va pas être si simple que ça. Et sincèrement, s'ils les éteignent, c'est vraiment qu'ils font un match vraiment parfait. Et au milieu de terrain, je me serais presque déjà trompé. Le match aller se joue au Parc des Princes. Et le match retour, à Anoeta. Évidemment. Oui, mais il faut pas oublier, comme tu as dit en plus, c'est que contre l'Inter, quand même, ils reviennent de 3 buts dans la musette. Hein, l'Inter, ils sont pas loin de prendre une énorme clim par la Sociedad. Hein, ils se font un 3-3. Mais la Sociedad, ils ont rencontré quand même une équipe de l'Inter et l'équipe Benfica. Toi, ils ont quand même déjà joué des équipes intéressantes, tu vois. L'Inter est meilleur que Paris Saint-Germain pour toi cette saison? Oh, sans aucun doute. Voilà. Eh ben, regarde, ils se finissent devant eux au classement. Il y a vraiment match. Mais pour moi, il y a match. Mais tu peux pas dire que le PSG est pas favori. Je crois qu'il y a une stat. T'as pas le droit de le dire mathématiquement, c'est ça que je veux te dire. Je vais vous donner les coachs d'ailleurs de chaque il y a un confrontation. paradoxe sur le Real Sociedad sur ses dernières campagnes européennes, c'est qu'ils ont toujours été énormes en poule et qu'après ils ont fait de la merde. Souvent après janvier, ils ont souvent, même globalement, même en championnat, ils arrivent toujours à faire des très bons débuts de saison et à la fin, souvent ils ont du mal après à revenir. Alors après maintenant, les stats sont là pour être contredites aussi. Donc, ouais, ça on verra. quelles sont les cotes? Laisse-moi chercher un peu. Non mais c'est sûr par contre pour Paris on peut pas dire qu'ils sont pas favoris, on n'a pas le droit non, de dire favoris. évidemment qu'ils sont favoris. Mais par contre, moi tu me donnes les codes, pour moi c'est 2 et 2 quoi, tu vois. 2, 3 le match nul et 2 la victoire. Mais voilà, on peut y aller comme ça, tu vois, vraiment. Moi, je veux dire, pour moi il y a pas foncièrement il n'y a pas de favori, mais tu es obligé de mettre Paris 3,80 la Sociedad. 3,80 la Sociedad. 4 là pour un point. La qualif, faut regarder la qualif. Combien tu mets? Oui, c'est ce que je vais chercher. La qualif 5. Mais là j'ai les cotes des matchs, bas, donc je vais filtrer les paris. Paris sur la 5, compétition. c'est pas si mal déjà, bon. C'est bas, non, comme cote pour la Sociedad, non? Il y a vraiment autant d'écart? Bah, 5 pour moi, s'ils il y a pas sont à 5, s'ils sont à 5, ça veut dire que du coup Paris sont à 1,70. Ouais, c'est ça. Pour penser ça, ils doivent être à 5 moi la Sociedad. Non, pour moi il y a moins d'écart que ça. Ah ouais? Ah ouais. Mais non, mais comment eux ils le considèrent les bookmakers? Bah je sais pas, moi je suis bookmaker, Mais toi t'es pas 2 à bookmaker, 4. justement. Bah oui. Toi t'as encore Alors, la liste de... Alors, la qualification du Paris Saint-Germain est à 1,40. Wow. Et les autres ils sont combien à 8? 2,60. Ah bon? Hein? On connaît rien, c'est chaud. On connaît vraiment Parce rien. qu'en fait, c'est qui tout double. Enfin, c'est Ah qui tout oui, double, t'as t'as vu que le 2 match, résultats. oui, remarque, oui. À titre de On comparaison, est nul, hein. entre l'Inter et l'Atlético, l'Inter est à 1,80, l'Atlético à 1,90. Donc là, pour le coup, tu Là vois, ils ouais, mettent tu vois, c'est vraiment à pareil. quoi. égalité. Ouais, d'accord. Donc, Ok, ouais, un 42-60. donc voilà. Ok. Ok pour la Ligue des Champions, on passe à la Coupe d'Europe. On embrasse Queen Bix qui vient d'arriver dans le chat. Et on passe aux confrontations françaises en Ligue Europa. On cite les 4. Shakhtar Donetsk, Olympique de Marseille. AC Milan, Stade Rennais. Benfica, Toulouse. Et Lens, Fribourg. On va pas faire tout le tirage de la Ligue Europa. Alors, hormis s'il y a vraiment une confrontation qui vous hype dont vous voulez parler. Mais je peux vous la donner si vous voulez, Benja. Sinon, que pensez-vous? Invité, pas invité? Votre pronostic? Combien d'équipes qualifiées? Combien d'équipes qualifiées sur les 4 au prochain tour? Marseille Shakhtar, AC Milan Rennes, Fribourg Lens et Oui. Toulouse Benfica. Bon Oui. bah Toulouse je pense que c'est bon, c'est bon. on a assez vu. On a assez rigolé. Je sais pas pour Marseille qui peut à mon avis se faire peur au Shakhtar comme ils savent faire. Par contre je crois à la surprise de Rennes. Bah, je crois. Alors Non, là, mais on t'as vu- tient t'as peut-être la saucisse de 2024 en 2023, c'est magnifique. Juste parce qu'on a dit ça, ça Non, va mais se. évidemment que c'est une saucisse, mais produire. comment on Non, peut mais dire attends, un t'as vu truc les pareil matchs de Rennes là? Non mais Oui. On va aller les voir mercredi. Ouais. On en reparlera à la fin du Ouais, match. moi je leur parlerai en italien. Moi, je crois à l'anomalie rennaise qui va nous sortir un match improbable. Mais c'est vraiment, là je te parle d'un truc mystique. Hein. Je crois au truc. Alors, moi je veux bien te croire. Parce Moi, que je mon crois. mari, ah qui ouais, mal. élimine Mike Maignan et Olivier Giroud. Et Alors moi, Raphaël Benja, Leao, c'était le- et Raphaël Leao face à Oumari, du coup, là, je sais crois à Bourigeau. Je crois, les J'y gars. crois pas une seule demi-seconde. Ah ouais. Bah merde alors. Mais bon, moi vous l'aurez entendu en premier et peut-être en pourquoi dernier d'ailleurs. Pourquoi t'y crois?
Ben parce que je pense que la dynamique Stéphane va au Perrao. Voilà, il n'a pas encore eu le temps. Mais est-ce qu'il y a eu une dynamique Stéphane Bah, déjà justement, elle n'a pas encore eu le temps au Perrao. Et là, il va mettre en place les trucs. Il n'y a Mais pas d'argument. il n'y a pas d'argument. Il n'y a pas d'argument puisque c'est un moment. sentiment. Le football en breton et 5 centibraise. Et ça sent braise. Voilà, ça sent la braise. Et ben voilà. Moi, j'ai un. Comme mon Monaco contre City à l'époque, hein, je t'ai dit. Et ben voilà. Je sais pas. Se trouve, ils vont en prendre une branlée. C'est ce qui est fort probable. Mais je pense qu'il y a un monde où. Je sais pas. Ils vont peut-être. Ils ont. Je sais pas. Pour moi, ça va être lunaire, mais je pense que venu de nulle part. Écoute, C'est un sentiment, il n'y a aucune Non, mais- analyse de ce que j'ai vu de Rennes. Voilà, je pense très, que- très sympa de partir sur des pronos comme ça. Mais je t'en prie. Non, mais vraiment, c'est divertissant. Hein. C'est sympa Tout d'écouter pour des le- conneries. tout pour C'est l'entertainment. toujours, J'ai 100 cas à rattraper, hein, donc si tu veux. C'est toujours très, très sympa. Moi, j'y crois pas, évidemment, une seule seconde à Rennes. Je vois pas, j'ai aucune Lance, base. ouais, Lance. Non, mais je parle de Rennes 2 secondes. Je dis juste j'ai rien vu dans l'année, individuellement, collectivement, pas une once de quoi que ce soit, pour me dire qu'ils vont sortir un club comme l'AC Milan, qui, même si, en effet, il y a quand même une période de transition, aujourd'hui, l'AC Milan, ils sont sortis de la Ligue des Champions en se disant clairement, l'Europa League, c'est une compétition, enfin, la deuxième Coupe d'Europe, même la Coupe UEFA, c'est une compétition qu'on n'a pas dans notre palmarès. Là, on y va clairement en tête d'affiche, on n'y va pas pour trier les lentilles, quoi. On y va pour aller au bout, pour vraiment essayer de la gagner. Donc pour une fois, un club italien va prendre, et un club très important historiquement dans notre football, va prendre cette compétition-là vraiment à cœur. Je vois pas comment Rennes, mon pauvre Benja, qu'est-ce que tu allais me sortir? Marie, Terrier, on embrasse ses croisés pour l'instant, il a pas mis un but, il a pas mis un pied devant l'autre. Donc non, j'y crois pas une seule seconde, pas une seule minute. Je suis en train de penser à quelque chose, moi. Je suis en train de repenser à Mourinho, Football Heritage, Football AC Milan, Stade Rennais en Europe, Football Heritage. gros. See where they play, see if they play. Un demi-finaliste de Ligue des Champions vs un 32e ou 16e de finaliste l'an dernier de Ligue Europa. Et ils ont fait un livre, frère. Parle de qui? Ils font des livres, tu crois, l'AC Milan, sur un 16e d'Europa, s'ils se font sortir ou pas? Ils ont fait un livre. Tu te rappelles pas qu'ils avaient fait l'épopée, là? Ah oui, oui. L'épopée, Ah, où oui, il y avait une espèce de... Non, ouais, c'est complètement con, ils penseront jamais. Bon, Putain, donc Parce on que est ouais, plutôt d'accord, sauf Benja, pour Moi, dire je dirais, que- évidemment, je dirais Lens, si on doit parler sérieusement. Toulouse, on les embrasse. Et d'ailleurs, j'espère simplement juste que la danse sera pas trop importante en termes de score. Histoire qu'il n'y ait pas trop d'humiliation. Parce que Toulouse, c'est même pas que j'y crois pas, c'est que vraiment j'ai peur pour eux. Par contre, Toulouse, si jamais ils arrivent à faire un exploit, Oh, Toulouse. si jamais ils arrivent à faire un exploit en termes de coefficient UEFA pour la France, c'est exceptionnel. Contre une équipe portugaise, Donc, là on serait sur quelque chose d'inouï par rapport Attends, à parce que notre... la par rapport à confrontation nos directe clubs français et la a de l'importance saison. sur le coefficient. Ouais. Non, mais t'élimines du coup un club Ah oui. portugais. Et toi, tu gagnes des Ouais. points au niveau D'accord. France. Ok. Donc là, on Ouais. serait quand même sur quelque chose. Non, mais pour une Non. saison, Non, mais tu j'y gagnes tombe pas, énormément de points Je et de. pense qu'il y a plus de déséquilibre reste limite entre Benfica et Toulouse qu'entre Milan et Rennes. Mais évidemment. Je vois pas comment. Évidemment, ça là-dessus, je suis d'accord. Parce que Toulouse, en plus, en Ligue 1, ils montrent rien. Là, ils ont fait un parcours qui était sympa, dans une poule globalement quand même plutôt abordable. Ils s'en sont bien sortis, ils ont tout donné. Enfin, plutôt abordable, c'est surtout grâce à cette victoire aussi exceptionnelle face à Liverpool, qui est quand même un truc absolument dingue, qu'on n'aurait jamais pu imaginer. En fait, ils Donc, ont déjà bon. vécu leur émotion. Mais Toulouse aussi. la difficulté de cette Pour perte... info, pardon, excuse-moi, je te coupe. Toulouse et Rennes en Ligue 1, c'est 2 points d'écart. Et ben voilà, Oui. ça va taper Milan. À 21h le 15 février. Donc Benfica, il y Non, avait mais une double match aller-retour. confrontation Le terrible. problème, c'est le match aller-retour. Au championnat portugais ce week-end, j'ai pas suivi ce que Qu'il ça a donné. fasse un bon match aller, pourquoi pas. Mais match aller-retour, ça passe jamais, c'est pas C'est vrai, possible. c'est vrai. C'est ça le problème des matchs aller-retour, c'est qu'ils peuvent même, en fait, ces équipes-là, Benfica, AC Milan, ils peuvent même avoir le luxe de rater un des deux matchs et t'éteindre sur l'autre. Tu vois, là, typiquement, ils peuvent éteindre Rennes à domicile le 15 février. Les deux matchs, on sait que nos deux équipes, elles sont sorties potentiellement, tu vois. Après, AC Milan, je vois pas mettre une branlée à Rennes, je dis pas ça. Mais c'est juste que j'y crois pas. À un moment donné, ils ont, je veux dire, enfin, on parle en termes de qualité de joueurs, c'est pas du tout la même. Et même en termes de qualité d'effectifs, de ce qu'ils ont mis en place. AC Milan, ça fait maintenant plusieurs saisons, donc faut pas dire, je veux dire, voilà.
Un avis sur Lens-Fribourg avant de finir sur Marseille-Shakhtar. Du coup, Fribourg qui est 6ème de Bundesliga. Benja. Ça serait bien que Lens passe, puisque du coup, ça reste quand même un adversaire moindre par rapport à ceux qu'ils ont déjà rencontrés en Ligue des Champions. Et ça serait bien de, eux, pour le coup, être une tête d'affiche de la Ligue 1 et se faire un parcours Europa League. Et qu'ils puissent essayer de faire le plus grand parcours possible, puisque maintenant, ils sont capables finalement, sur un malentendu de faux témoins, d'aller emmerder Arsenal. Ce qui, finalement, n'était pas malentendu, parce qu'ils avaient fait le match qu'il fallait, et c'était magnifique, ils l'ont pris à border de la meilleure des façons, mais voilà, on tombera pas contre Arsenal tous les week-ends. Séville, ils ont encore montré qu'ils avaient le caractère pour aller chercher le résultat qu'il fallait dans la difficulté pour passer justement à cette fameuse Europa League. Donc moi, Lens, je mets gros espoir, j'espère qu'ils vont même aller chercher un gros plus tard et faire pourquoi pas vibrer la France, le foot français, le nord de la France, dans un parcours européen, quoi. Et Lens, dans un parcours européen, ça peut être à échelle équivalente d'un Marseille dans les frissons, dans l'émotion. C'est un club qui a de la ferveur autour. Il y a une vraie histoire avec ce club, il y a un vrai amour des supporters, etc. Donc, moi, j'attends vraiment de Lens qui nous fasse vibrer, tu vois. Tu crois et même pour toi, ce serait un échec de ce que j'ai Lens vu, ne se qualifie pas. Ça serait dommage. Ça serait pas forcément un échec. Je sais pas si on peut parler d'échec. Ça serait plus dommage qu'un échec, puisqu'au final, oui, tu peux prendre ça comme un échec, mais de ce que j'ai vu en fait en Ligue des Champions, j'attends qu'ils fassent autant en Europa, tu vois. Je veux qu'il y ait autant d'investissements en Europa qu'ils aient mis en Ligue des Champions. Parce que de ce que j'ai vu, ça doit faire un parcours en Europa League. Ils ont trop rivalisé contre des grosses équipes, même contre Eindhoven, que tu le veuilles ou non. Ils sont tombés contre une équipe magnifique, je trouve très forte, très bonne collectivement, etc. Eindhoven, 15 matchs en championnat néerlandais, 15 victoires, 6 buts encaissés. Donc voilà, ils ont quand même été à deux doigts de les sortir, et ils ont quand même pas fait le figure contre eux. Donc moi, j'attends quand même de Lens qu'ils nous fassent un gros parcours quand même. Et qu'ils ont les armes pour même aller emmerder un gros. Je suis entièrement d'accord avec toi. Castelin, avant de passer à ton avis sur l'Olympique de Marseille, j'ai une question à te poser. Est-ce que pour toi, l'Olympique de Marseille est plus favori pour passer au Shakhtar que le Milan AC face au Stade Rennais ou que le Benfica face à Toulouse? C'est sérieux ou... C'est très sérieux comme question. C'est vraiment très sérieux, d'accord. Très sérieux. Oui, ils ont quand même, pour moi, plus de chances que Toulouse ou Rennes de passer ce tour. Non, pardon, t'as pas compris ta question. Ma question. Est-ce que Marseille est plus favori que l'AC Milan? Non, pas du tout, jamais de la vie. Pas du tout. Jamais de la vie. Et c'est pas ce que disent les bookmakers. Ah ouais, d'accord. La pour moi, non. cote de qualification de l'Olympique de Marseille est inférieure que la cote de qualification de l'AC Milan face au Stade Rennais. Après, il y a le contexte de l'équipe en face aussi. Les mecs, ils s'entraînent plus. Ils jouent en Ukraine, ils vont jouer à Hambourg. Ils ont plus de club. Est-ce qu'ils s'entraînent que ce soit très compliqué, certes, ça nous a pas empêché, si tu veux, moi, de ce que j'ai vu malgré tout, ne serait-ce que déjà cet été, et dans ce que je vois en Ligue 1 aujourd'hui, j'ai aucune... je sais pas que j'ai aucune certitude. Évidemment que je me dis que Marseille est favori. Faut pas exagérer. Pour moi, Marseille est favori. Après, Shakhtar Donetsk, c'est une équipe qui a quand même également, tu parlais d'héritage, malgré tout, ils ont un passif européen qui est important. Chaque année, ils sont là. Que ce soit en Europa League, que ce soit en Ligue des Champions, selon les années. Là, effectivement, ils ont un contexte c'est même pas difficile. Ça doit être pratiquement inimaginable pour des joueurs de football professionnels de ce niveau-là de s'entraîner dans telles conditions avec un contexte pareil. Mais malgré tout, ok, Marseille est favori, je connais pas forcément l'équipe en face, donc je vais pas aller commencer à raconter n'importe quoi et à dire on va les écraser, pas du tout. Faut avoir beaucoup de respect avec le peu de résultats en Europe qu'on a et même les peu de performances qu'on a, même si Marseille a aussi un passif, faut quand même, il y a pas si longtemps, tu faisais des parcours en Europa League, donc jouer le Shakhtar Donetsk aujourd'hui, oui, t'es favori, autant que Milan face à Rennes, moi personnellement je pense pas. Je peux me tromper, évidemment, mais je pense pas que tu sois autant favori que ça. Et je pense surtout que ton plus gros avantage, c'est de jouer le retour à domicile. Ça va être quelque chose de très bien. Tu sais que tu as un gros match à aller faire là-bas, et derrière, tu pourras valider ta qualif chez toi. Ça, c'est quand même toujours un avantage que j'aurais bien aimé noter le même pour Rennes et Toulouse, puisque c'est exactement la même chose pour Rennes et Toulouse. Mais puisque j'y crois pas une seule seconde pour eux, j'avoue que c'est un petit peu plus difficile à se le dire. Et malheureusement pour Lens, tu m'as pas posé la question pour Lens, c'est pareil.
Lens, je suis comme toi. J'ai grave envie d'y croire. Ils nous ont montré des performances exceptionnelles. Ils nous ont montré aussi des défauts avec des qualités techniques, on l'a dit, face au match de Séville. C'est vrai qu'ils vont le chercher avec le cœur, l'état d'esprit. Pouah, techniquement, je sais pas si en 8ème de finale d'Europa League, ça va suffire. Maintenant, Après, je connais pareil, je vais pas raconter d'histoire. Fribourg, je connais pas cette équipe. Donc j'espère que ça va tenir la route. Et je pense pareil, les bookmakers, je sais pas ce qu'ils disent. Ça doit être à peu près Égalité, 1,80, 1,80. Bah voilà, ça doit être à peu près kiff-kiff. Donc il faut simplement espérer et qu'ils préparent ça. Dans tous les cas, moi ce que j'espère surtout, c'est que vraiment Marseille et Lens passent. Puisque de toute façon, déjà, il y a assez peu de chances qu'on aille à ce que j'avais espéré en disant ok, je prends une Ligue 1 pourrie pour 2 quarts et une demi. On est mal parti pour quand même, faut bien se le dire, avec un tirage pareil. Je veux dire, franchement, je suis même désolé pour les Rennais, parce que taper Milan en 8ème, en quart, évidemment. Taper Milan dès les 16e, ça casse les couilles, on va pas dire autre chose, quoi, voilà, clairement. Enfin, moi je suis Rennais. Ok, c'est sympa, mais les 16e, si tu es sortir en 16e, et quand tu dis Lens, c'est un échec, évidemment. Moins important que Marseille, si Marseille se fait sortir, soyons clairs. Mais Lens qui se fait sortir par Fribourg, t'es en Ligue des Champions, tu passes en 16e d'Europa, te fais sortir par Fribourg, après avoir tapé Arsenal et Séville, c'est un échec, évidemment, faut pas non plus déconner, à un moment donné, faut aussi avoir un peu d'exigence. On sait qu'on n'a pas de passé européen, mais ayons un peu d'exigence pour nos clubs. Lens, d'ambition aussi, Lens et Marseille doivent sortir leur adversaire, tout simplement, et passer au 8ème de finale. 8ème de finale, c'est le minimum pour des clubs comme Marseille et Lens. Je suis désolé, en Europa League, on parle d'Europa League, encore une fois. C'est à l'image de la Ligue 1, mais il faut y aller. Très bien. Et Lille, il n'y a pas eu le classement parce qu'ils ont fini, enfin le tirage parce qu'ils ont fini premier de leur poule. Pardon. Dernier mot avant de passer conférence. Dernier mot avant de passer au quiz. Donc pour citer toutes les confrontations, Young Boys de Berne, Sporting Portugal, Shakhtar Donetsk, Marseille, on en a parlé, Galatasaray, Sparta Prague, Feyenoord, AS Rome, tout ça on en a parlé, Braga, Karabag. Est-ce qu'il y a des matchs qui vous intéressent là-dedans? Je vais pas mentir en disant que je vais les regarder. Je vais pas les regarder ces matchs. On est d'accord, rien ne nous intéresse là-dedans. Peut-être un Feyenoord AS Rome qui peut être sympa. Ouais, mais si tu veux, t'as déjà 4 équipes françaises engagées. C'est ça. T'as la moitié des matchs. Selon l'heure, moi je serais forcément sur une équipe française. Y a aucun doute. La moitié des matchs concernent des équipes françaises. Et certainement, même avec plusieurs écrans, on va essayer de faire ça. Il y aura... Je pense pas qu'il y ait de multiplex, je sais pas comment on va s'organiser. Ouais, si, ça existe, les multiplex. Ça existe, ouais. C'est bien, mais en fait. Et d'ailleurs, on est passé assez proche d'un Toulouse-Milan qui aurait été marrant. Parce que Toulouse-Milan, c'est les mêmes propriétaires. Ouais. Donc, comment on fait? Ah oui. Ça aurait été drrle. Même si bon, sur le principe, pareil, je veux pas, vu ce que je dis sur Rennes, évidemment que Toulouse n'était pas du tout favori. Bref. Ok, allez, on passe au quiz, messieurs, pour clôturer cet épisode de la Buvette. Petite transition, bonsoir. Et pas de chien. Et comment? Tu n'en partages pas? Ah si, tu as partagé. Si, c'est bon. De quoi? On a 7 spectateurs, à mon avis. 7 spectateurs, j'ai envoyé la thématique du quiz qui a fait venir 5 spectateurs sur le live. À votre avis, quelle est la thématique du quiz? J'ai vu le message. T'as vu le message? J'ai fait comme ça, je voulais le mettre, j'ai pas vu que tu l'avais vu. La thématique du quiz sera... C'est scandaleux. La team Gaucher. Bien sûr. Et vous vous rendrez compte que les plus beaux joueurs sont gauchers. On en a parlé à la buvette. Les deux plus grandes histoires sont gauchers. Exactement. Et il faut me couper ce chat, s'il vous plaît, avant d'attaquer. Et donc, je vais vous faire deviner des joueurs. On a 3 niveaux et potentiellement une golden carotte, un joueur extrême, puisque nous aurons 10 joueurs à faire deviner en mode easy. Donc, un joueur deviné est égal à 1 point. Je pense que vu que tu vas pas jouer la marraine, ça va être dramatique ce niveau du coup. J'espère que ça va aller très vite. C'est dur. Au niveau médium, vous aurez 5 joueurs pour gagner 2 points chacun. Et enfin, on finira donc par un niveau hard avec 3 joueurs pour 3 points chacun. Je suis très inquiet. Le hard, très inquiet. Déjà le médium, je suis très inquiet. Donc on est d'accord que le quiz, vous avez déjà un indice pour tous les joueurs. Ok. Ouais, bah oui, on a bien compris. Merci. Ouais. J'ai compris qu'on n'avait pas Dupré qui jouait pied droit et qui écrivait de la main gauche. Quoi.
Allez, on commence. J'espère que je n'aurai pas à ouvrir d'autres onglets pour avoir d'autres anecdotes et que ça va aller assez vite. Donc, gaucher, joueur néerlandais. Robben. C'est un point pour Benjamin. Je pense que le quiz il va être éclaté. Pourquoi? Je suis pas mal de gros. Ok, vas-y, je veux. C'est sympa, Benjamin. Ouais, moi je vais Mais être ça éclaté va dans pas très très longtemps. vite, hein. Les 10 premiers, Ouais, c'est ça va des vite. joueurs... Allez, je vais pas dire la nationalité. Joueur né en 1991. Je commence mon parcours professionnel à la Real Sociedad. David Silva. Putain. J'enchaîne à l'Atlético de Madrid. Puis je signe au FC Barcelone. Griezmann. Griezmann. 2 points pour Benjamin. Putain, mais ça collait, hein. Real Sociedad, c'est vrai que c'est. Mais c'est Valence, Silva. Ouais, Hein? t'as raison, en plus, c'est Valence. Oui, c'était Valence. Mais vu qu'il a 2 fait points ça, pour c'est- Benjamin. Je crois que les gauchers ne te réussissent pas, Clément. On passe au troisième. Au troisième qui commence sa carrière au Rosario Central. Di Maria. Je crois qu'il y en a un qui n'est pas invité dans le quiz. Hein. Là, ça va très très vite. Bah, je prends les points maintenant, j'en aurais plus après. Hein. Écoute, on va voir. Je suis très inquiet pour le prochain en plus, Gastelin. Ah ouais. Ouais. Je vais prendre une Fanny sur le crois que easy. Je crois que je l'ai. Ah ouais, vas-y, dis-le avant la question. Ryan Giggs. Ryan Giggs. Ah putain de merde. Quand il dit je suis très inquiet, j'ai pensé à un seul gaucher, Manchester, je me suis dit. Oh merde. Bon. On va continuer. 4-0. Est-ce qu'on va continuer? Ah, évidemment, moi faut aller au bout. Attends, la dernière question elle vaut 3 points. Bah donc ouais, il y a- puis il y même, a- même celle d'après elle vaut Même 2. celle d'après, ça vaut 2 On va points. lancer, Là, il en prend un, passer attends. par l'extrême. Hein. Mais non, Ah. mais vas-y, Non, enchaîne. non, vas-y, continue, gros. Il y a rien de fait, hein. Ok. Une défaite de plus, une défaite de moins, on a l'habitude. Comme dirait Walid. Une de plus. Une de plus. Ça me fait rire. Né en 1987. Parcours junior, Grandoli, Newell's Old Boys, Mais si. Maradona. Messi. Ah, ouais, si. Ouais, je suis con ou non, il faut qu'il sorte. 3-1. Ou 4-1. 4-1, pardon. T'as le meilleur. J'ai le meilleur. T'es le meilleur. J'espère que t'auras le deuxième meilleur. Mais bon. Ouais, bon, alors. Allez, on enchaîne par un joueur né en 1978. Taille 1m77. Je commence au stade Malherbe de Caen. Je signe à l'Estac 3. Puis Roten. Roten. Putain. 5-1 Major. Ensuite, nous avons... Faut que je tape, ça va très très vite. Un joueur... est- J'aimerais bien voir la recherche Google. Joueur gaucher. Allez, on va faire l'inverse cette fois-ci. On va te poser les questions. Je termine ma carrière à Sao Paulo. Avant, j'étais à l'Olympiakos. Avant, à Al Rayyan. Avant, à Everton. Avant, au Bayern Munich. Douglas Costa. Avant, au Real Madrid. Marcelo. Avant, à l'AS Monaco. Marcelo. Non. Avant, au FC Porto. Avant, à Banfield. Avant, à l'Envigado FC. Je recommence dans le bon ordre. Je commence ma carrière à l'Envigado FC, puis à Hulk. Banfield. Non. Jusqu'au Real Madrid, gros. Pas du Respect. tout, je dis n'importe quoi. Respect. Donc Non, là où j'ai je me entendu fais connaître Porto, en je te Europe, sors c'est le Roberto FC... Carlos. Non, c'est le FC Porto. Puis je signe à Monaco où je fais une saison. Rames. Rames Rodriguez. Putain. Rames T'es Rodriguez. à combien là-bas? J'ai à Putain. 600, hein, c'est ça hein? Ouais, Ouais, je me fais éclater. Rames Oui. et Olympiakos. Putain, t'es bon, enculé. Bah, ils sont récents les joueurs. C'est plus facile pour moi. Là, c'est Ils le, sont assez connus. c'est le niveau facile. Hein. Peut-être voilà, que tu c'est peux ça. rattraper après, Benjamin. Gastelin. Après, je suis très inquiet en mode. Hein? Je suis très inquiet par la suite. Ok, on va faire l'inverse parce que comme ça, on voit qu'il y a un peu plus Pas d'enjeu. mal l'inverse. Je finis ma carrière à Boca Junior. Avant, Pourquoi aimer j'avais passé 5 Le jours. droitier, ça, c'est, tu devrais même plus pouvoir répondre. Pardon. J'avais fait 5 matchs au Newell's Old Boys. Avant, j'avais fait une saison à Séville. Ah bah, Maradona. Oui, Ouais. 7-1. C'est une suite, hein, j'allais te dire, bordel de merde. Tu une honte. 7-1. Autre, il n'y a que des beaux joueurs, hein. On est d'accord. Hein. Les gauchers, ça régale. Putain, je me fais éclater. Allez, un joueur allemand. Qui... Ozil. Putain, parfait. Vraiment pas drôle. Vraiment pas drôle.
Pas drôle du tout. Est-ce qu'on peut attaquer par les plus durs? Comme ça, je sais tout de suite si j'arrête ou pas. Le quiz, il Si je reviens dans la course ou pas, quoi. Allez, joueur encore en actualité. Je suis né en 1993. Une des plus belles pattes gauche du circuit mondial. Je commence ma carrière en Argentine à l'Instituto de Cordoba. Dybala. Oui. Oh là 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 là. Comment tu fais, gros? Instituto des Cordoba, frère. Mais j'ai les mecs récents, mais tous les mecs après Dib, j'ai rien. Instituto des Cordoba, t'as dit là, toi, direct? Allez, on est donc sur cette première phase du quiz. Nous avons Benja qui mène 9-1. C'est pas fini. C'est très très dur. On attaque les C'est pas compliqué, dans les 3 derniers, tu repasses devant. Ici, j'en trouve aucun. les joueurs médiums. Si t'as les 5 prochains, tu repasses devant. Bah alors là, normalement, il n'y a plus rien qui se passe chez moi, je te rassure. Footballeur. Moi, déjà, il s'est rien passé dans les easy. Qu'est-ce qui se passe? T'as quel espoir j'ai, moi. Il fout ce mec, il m'a mis 9 Je vous donne une stat et ensuite je lis une phrase Wikipédia dont j'espère que vous aurez le joueur. Donc la stat, c'est 13e au Ballon d'Or 1999. Footballeur international yougoslave puis serbe qui évoluait au poste de défenseur central. Il est reconnu comme l'un des meilleurs tireurs de coups francs de l'histoire, allant jusqu'à en marquer 3 dans un même match sous les couleurs de la Lazio. Vrai joueur. Stankovic, Stojkovic, non. Et Mijalovic, il joue pas du tout défenseur central. Milinkovic. Mihajlovic. Mais il joue pas défenseur central. c'est Parce là. qu'il a- Alors moi j'étais surpris aussi. Ouais, Mijalovic, il joue pas c'est lui, défenseur j'ai central. lu mais- sur Wikipédia. C'est lui, là. Putain, pourquoi je dis Stankovic? Mais Mihajlovic. effectivement pour moi il était milieu de terrain mais ce Il est sera milieu de terrain, il n'y a revérifié. aucun doute. Après, Enfin, Wikipédia, c'est pas des experts forcément qui écrivent tout, mais Ouais, non, clairement. c'est vrai. Putain, Mihajlovic, pourquoi je dis Stankovic? de toute façon, je l'ai dit avant toi, frère. Mm. Ah ouais, je pense à lui. ça Donc fait chier. 9-3. Ah, ça commence direct, je suis une quiche. Putain, je Ah ouais, mais par contre, on passe quand même de. Parce que là, si on passe de Di Maria, Messi, Maradona. Ah bah oui, ça c'était les Ozil. très faciles. Ah ouais, Là on passe Et au j'ai pris médium. 9-1 sur les faciles. Ouais. Ok, Parfait. je vous lis une phrase de Wikipédia encore et ensuite je vous ferai le parcours si vous l'avez pas. International argentin, il remporte la Copa América 1993 puis participe à la Coupe du Monde 1994 avant d'être écarté de la sélection dans laquelle il effectue cependant des apparitions sporadiques jusqu'en 1999. Le parcours. Recoba. Non. Le parcours Argentinos Junior. Batistuta. Non. Pas Sporadique. gaucher, je pense, Batistuta. Non, c'est pour ça j'avais un doute, mais. Je signe en Espagne crois en que 1990 à Tenerife. Je fais 103 matchs pour 8 buts. Redondo. Redondo. Je signe ensuite au Real Madrid 228 matchs, 5 Ah, buts. j'ai honte. Puis à l'AC Milan 33 matchs, 0 buts. Voilà, 9-5. voilà, ça rien direct. Pas compliqué. Là, Je les ai les joueurs, et là tu vois, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, ça sent un peu là. dès que le niveau Ouais, s'élève, dès que le niveau s'élève, il n'y a plus rien. Instituté Cordoba, il m'a sorti 10 balles, gros. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ouais, mais bon, Redondo quand même. allez, une phrase et puis après on verra après. D'ailleurs, en termes de propositions, il faudrait peut-être fixer des limites, non? On n'a pas une limite? Parce que c'est Pourquoi vrai que. Parce que moi, là, par exemple, j'en avais 2-3 qui me venaient en tête. Tu vois? Après, j'ai attendu que tu parles un peu pour dire Redondo, mais est-ce que je peux en sortir plusieurs? Faut Non, en oui, je fixer. pense. Oui, 3 max, moi, 3 max. moi, oui, je, moi, moi, j'accepte. je veux pas Au vous moins. brider sur le bonheur. Moi, j'accepte. Allez-y. Moi, je dis Par 3 contre, max parce que sinon. C'est de la Je rapidité. quoi. m'autorise un droit de veto de 10 secondes s'il y a une énorme saucisse. Ok. Avec l'équipe du C'est Brésil, pas il remporte la Coupe du Monde 2002. Choisi Et- par Pelé pour faire partie du FIFA 100, Rivaldo. Roberto Carlos. Rivaldo. 9-7. Oh, bah ça va vite. Bon. Voilà, le bonheur, il est déjà fini. Là, Castelin peut égaliser. Et là, attention, parce que je pense que sur le prochain, ça peut aller assez vite. Né... Non, je vais pas vous dire né. Je commence ma carrière à Danubio. C'est où ça? J'enchaîne au National. Dans ces deux clubs, donc je fais une saison dans chaque club, je mets 32 buts, puis 36 buts. Je signe ensuite à l'Inter Milan, Adriano. 262 matchs, 72 buts. Puis au Venezia Calcio, Recoba. 19 matchs, Alvaro Recoba. Bravo, Bien Benjamin. joué. Je voulais pas vous dire qu'il était uruguayen parce que sinon ça pouvait aller trop vite. 11-7.
Le dernier joueur... Je dis national. Hein J'ai dit, il a joué à l'Uruguay. Ouais, il a joué à l'Uruguay. Après, il a fini sa carrière à l'Uruguay. Adriano, j'ai dit putain merde, alors là celui-là. Je me suis dit, j'en sais rien, parce que... mais c'est vrai que c'est con. Espagnol, né en 1976. Je suis le joueur d'un club, ou presque, puisque je fais 542 matchs pour 78 buts. Raoul. Non. Attends. Dans mon club espagnol. Oui, alors attends. Luis Aragonès. Non. Putain. 76, gros. Luis Aragonès, il est vite mort. Né en 76. Il avait 76 ans en 76. C'est clair. Oui, pardon. Puis je signe pour une dernière saison au Beşiktaş, où je joue 40 matchs et j'inscris 12 buts. Milieu de terrain, 1m83. Est-ce que vous voulez le... Guti. Le Real Madrid du coup. 13-7, terrible, c'est presque remontada. Et là, nous enchaînons. Donc là, il y a 3 points par joueur. Donc, ça peut remonter très vite. Mais il faut que tu en gagnes 2. Faut que je gagne les 3. Sinon, 2 sur 3. Bah, et le dernier, après, oui, ce sera la finale. Si tu gagnes les 2 prochains. Putain, ça va être dur, ça, c'est ça? Je pense que ça va être des mecs Allez, de l'enfer. je reprends des phrases Wikipédia. Et si vous l'avez pas, je vous donnerai le parcours. En 1999, il est élu à la 25e place parmi les 100 plus grands joueurs du XXe siècle selon un sondage des lecteurs du World Soccer. On change de contexte. Il a signé pendant sa carrière au Real Madrid contre une somme de 4,3 millions d'euros. Le 25e meilleur joueur de l'histoire du XXe siècle. En quelle année ici? Quelle année il signe au Real Madrid? Il signe en Marco 90 au Real Madrid. 90. Et plus tard, il signera au FC Barcelone. Figo. Non. En 1994, C'est l'inverse. lorsqu'il quitte Barcelone en 96, il rejoint le club turc de Galatasaray où, avec l'aide de Hakan Şükür, l'équipe remporte 4 titres de champion consécutifs, mais surtout la Coupe de l'UEFA aux dépens du Arsenal de Thierry Henry. Attends, et quelle nationalité tu as dit ça? Non, je ne le dis pas. Je vous donne le parcours et ensuite, si vous l'avez toujours pas, je vous donne la nationalité. Attends, et milieu de terrain? Milieu offensif, d'après Wikipédia. Farul Constanta, 18 matchs, 7 buts. Sportul Studentstek, 124 matchs, 63 buts. Steaua Bucarest, 128 matchs, 93 buts. Radu. Non. Real Madrid, mais je pense que tu te trompes juste sur le nom et que tu l'as. Real Madrid, 84 matchs, 19 buts. Brescia, 66 matchs, 16 buts. FC Barcelone, 51 matchs. Il a son fils qui joue au 11 buts. foot. Son fils il joue au foot aujourd'hui. Oui. C'est. Galatasaray, 192 matchs, 74 buts. Il l'a, c'est terrible. C'est pas Je vous donne la dernière information. Il est roumain. Ouais. Voilà. Bah c'est lui, mais c'est pas Radou, c'est lui. Oh putain, moi aussi je vois maintenant. Oh putain, c'est comment il s'appelle? Ah putain, faut que j'aille réplucher pour vous donner des anecdotes. Ah non, il s'appelle comment? Il a un prénom français. Oui. Pas Michou, comme ça. Non, pas Michou. Son fils est footballeur international roumain. Oui. Et il est attaquant aussi comme lui. Rash, Roche, Ronou, Rani, Runa, Roudou. Putain, je l'ai plus, putain, faut chier. Je suis sûr que c'est plus proche de Radou qu'autre chose. Pas Radou, c'est. Vous voulez le palmarès? Ah, mais ça, je pense qu'on sait. Distinction C'est un vrai individuelle. Qu'est-ce qui peut vous aider, messieurs? Ouais, moi non plus, je l'aurais pas le nom. C'est ce qu'on dit, Rani. Surnommé le Maradona des Carpates. Bah oui, c'est lui. Ouais, c'est lui. j'ai bien. C'est. Je sais pas le nom. Et Je l'aurais pas. Mais moi, ce cas, c'est que j'ai même pas le. J'ai pas le. Son fils, il est pas génois. Putain, je peux pas regarder sur le chat s'ils l'ont. C'est Paradou, Ranou, Ram. Putain! Putain, la légende roumaine là. C'est terrible de pas l'avoir. Roux. Qu'est-ce Je que pense je qu'il peux faut vous passer dire à de autre plus? chose. Roux, non. C'est très important, hein. Il reste plus beaucoup de points, Clément. Ouais, T'es sûr je que sais tu bien. donnes ta langue au chat? Si vous donnez votre langue au chat, moi j'arrête, hein.
Je veux regarder dans le Dis-moi chat. le parcours du fils. Ah, je peux vous donner le parcours du fils. Il a joué contre l'équipe Esport France, il aura bien fait, c'est... Oui. Ouais, Fournet là. Mais ouais, mais... Fournet, il l'a. Il a Ouais. compris. Mais je pense qu'il l'aurait... Je pense que moi je l'avais en tête très Alors, vite, mais attends, j'avais son pas fils. son nom, c'est... Son fils, je vous donne le parcours du fils. Le fils joue... Oh là là, la carrière. Il joue... donc, attends, il a quel âge? Il est de 98, il a 25 ans déjà. Il a commencé à Vittorio Constanta. Ensuite, il a fait 2 matchs à Fiorentina en 2 saisons. Puis, il est retourné à Vittorio Constanta. 20 buts en 53 matchs. Ensuite, il fait 19 matchs à Genk. Ensuite, 13 matchs aux Rangers. Puis... Ah oui, parce qu'il était prêté, donc 13 plus 99 matchs aux Rangers. Et là, depuis 2023, il est au Deportivo Alavés. 31 sélections en équipe de Roumanie. Et Yanis, de son prénom, son fils. Bon, vous l'avez pas? Rano. Vous l'avez pas? Moi, je l'ai pas. Georges Agi. Putain, Merde. putain, putain, C'est toi qui m'as mis ton truc avec rat dans la tête là. Mais... Ra Mais dans tous les Hadji, sens. bah là. ouais, mais c'est Hadji, lui, putain de merde, de mes couilles Évidemment. de merde. Putain. Pour une fois que j'avais un mec Bah, très faudrait difficile. que tu joues le gars très difficile là. Tu Pour une feras fois ta que j'avais un Golden mec 40 là. difficile, Faudrait que tu la j'ai trop fasses. une queue, Voilà. putain. Ça fait pareil. Allez, on Je enchaîne. suis fou. Alors, 13-7 avant les 2 dernières questions. Attention, là, ça peut aller très très vite. Ah bon? Du coup... Alors que c'est du très dur. Ouais, mais il y a une Merde. info qui fait que vous pourrez l'avoir très très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire le parcours de manière rétrospective. Donc par le dernier club. Attention, il y a beaucoup de clubs qui ne vous intéresseront pas. Donc puisqu'il finit sa carrière en 2003, pour information, à DC United, avant Chicago Fire, avant Kashiwa Reysol au Japon, avant Al Nasser, où il a joué 2 matchs. Enfin, CSKA Sofia, il a joué. Mais il a joué au FC Barcelone, avant Parme, avant de FC Barcelone, avant CSKA Sofia, avant Ebroche. Donc si on l'a refait, les Leb. 2 clubs les plus... Comment? Leb. Non. Les 2 clubs les plus importants sont C'est CSKA Arsenal. Sofia, 119 matchs, 81 buts. Puis le FC Barcelone, donc où il fait 212 matchs, 108 buts. Puis lorsqu'il revient, 9 buts en 42 matchs. International... Personne là. International... Stoichkov. International bulgare, il remporte Putain, mais il le a fait ça en ballon fin de d'or. carrière. Lui, il avait besoin d'oseille. Hein. Oh le salaud. Il remporte le ballon d'or récompensant le meilleur joueur C'est européen un en joueur dans ce délire, 94. ouais, mais je pensais pas. 13-10. Ouais, Ouh c'est là quand là, t'as dit- l'égalisation. Quand t'as dit le nombre de buts au Barça, forcément. on n'a pas vu. 13-10, le dernier pour égaliser. Là aussi, ça peut aller très très vite. C'est simple. J'ai joué dans 2 clubs. Je suis né en 1927. Bon. J'ai également joué pour 2 sélections nationales. Oui, ça Aragonès. Pour mes sélections nationales, j'ai mis la bagatelle de 84 buts en 85 matchs. Attends. Je l'ai l'histoire du mec qui a joué pour 2 nations, sacre-mère. Par contre, Ouais, c'est ça le truc. Il a joué pour 2 nations. Oui. je crois qu'il a joué pour Il a l'Espagne et la joué- France, non? Il a joué dans sa première nation 85 matchs, 84 buts. Dans sa deuxième nation, 4 matchs, Espagne, 0 buts. Espagne et France. Je ne dirai rien. Je crois que c'est Espagne et France. Son palmarès, vainqueur des Jeux Olympiques, vainqueur de la Coupe intercontinentale, vainqueur de la C1 3 Copa fois avec le Real Madrid. Bah ouais, c'est C'est cool. Copa? Hein? Copa? Non. Meilleur buteur. Fontaine. Hein? Fontaine. Non. Meilleur buteur de la C1 2 fois avec le Real Madrid. Ah putain, Bernabéu. Non. bon Champion d'Espagne 5 fois avec le Real Madrid, Pichichi 4 fois. Je mets 434 buts en 405 matchs avec Budapest Honved et 242 buts en 262 matchs avec le Real Madrid. En tout, je mets donc 676 buts en 667 matchs. Je sais. Mes 2 nations, C'est lui, c'est la Hongrie et l'Espagne. hongrois L'Espagne. et espagnol. L'attaquant, et c'est. Voilà, j'ai plus son nom, c'est. Si je vous donne un dernier Puskas. Voilà. Ferenc Puskas. Et où l'égalisation? Égalisation à la dernière minute. Oui Clément. Évidemment, Oui. putain. Ça On me va venait pas devoir non plus. Je sais pas Jouer. comment ça m'est venu, ça m'est tombé tout seul. On va devoir jouer tout ça sur le joueur extrême à 10 points. Ou alors je vous refais une petite pépite que je peux comme ça. Extrême, c'est parfait là. Tu Ok, l'as ton joueur on fait extrême, l'extrême. on y essaye. On fait Et l'extrême. après, on se Si on départagera. trouve pas, on fait le médium. Baja Allez. debout.
Jusqu'au bout, Oui, Benja. debout, Benja. là. Jusqu'au bout. Allez, allez. Allez. Ouais, j'ai des pertes de mémoire. Il y a un match, là. J'ai des pertes de mémoire. Bon. Tu peux y aller, hein. Tu peux y aller, hein. Allez, Oh là. merde. Putain. On est parti, messieurs. Allez, on y va. Attends, du coup, il y en a qu'un, là. Français. Là, c'est l'extrême. C'est On a l'extrême, qu'un il y en a seul. qu'un. Français. On est en 1958. Parcours senior. Pour info, en sélection en équipe nationale avant, 27 matchs, 6 buts. C'est tout ce qu'il a fait. Allez, laisse-moi finir. Parcours senior. FC Sochaux-Montbéliard, 212 matchs, 71 buts. AS Saint-Etienne, 41 matchs, 10 buts. AS Monaco, 129 matchs, 57 buts. Servette FC, 6 matchs, 1 but. Olympique de Marseille, 50 matchs, 6 buts. Girondins de Bordeaux, 4 matchs, 1 but. Oh putain. Milieu offensif, 442 matchs, 146 buts. Je vais lire un peu la page Wikipédia. Comment il s'appelle ce chien? Tu peux répéter juste ce que t'as dit? Sur le parcours, Ouais. je te... Vite Sochaux, fait. Sochaux. Saint-Étienne, Monaco, Servette, Il a fait sa carrière. Olympique de Marseille, Il Girondins a de fait sa Bordeaux. carrière principalement à Bordeaux. Non, il a joué Non. 4 matchs à Bordeaux. Ah bon? C'est ça. C'est Merde, Saint-Étienne, c'est pas lui, c'est alors. Saint-Étienne et Monaco. Saint-Étienne, t'as dit combien de matchs? C'est à Saint-Étienne qui joue le plus de matchs. Saint-Étienne, 41 matchs, non. Là où joue le plus de matchs, c'est à Sochaux, puis à Monaco. Il fait des Coupes du Monde avec la France ou pas? Oui, c'est ce que j'allais te ressortir, je la cherchais. Je vais te lire une phrase qui va te donner un peu plus de contexte une fois que ça aura chargé. Le gaucher le plus élégant des années 80 en France. Membre du carré magique vainqueur Eh oui. de l'Euro 90. Giresse. Non. Ah non, j'ai réussi le droitier. C'est pas Alain Giresse l'autre. 1-1 le a petit- régalé les supporters de Sochaux, Saint-Étienne ou Monaco. Oui. Wow. Une moustache et un pied gauche Voilà, le Renoir. étaient reconnaissables entre tous. Le Renoir. Personne ne l'a sur le chat. C'est pas le Renoir là. Non. Non, c'est pas un Renault, c'est sûr que non. Pas Tigana? Non, Tigana c'est Bordeaux, c'est ça. Non, non. Bah, vous l'avez, hein, carré magique, vous en avez déjà cité 2, c'est pas ces deux-là. Et ben c'est Après, après il- consultant Serran, c'est. Non. Ah, non, c'est- Sachant que c'est pas Platini. Luis Hernandez? Non, il a pas joué au Paris lui. Luis Hernandez, Tigana, Platini. Il fait partie avec Alain Giresse, Michel Platini et Jean-Tigana Cana du fameux carré magique de l'équipe de France. Ah ouais, bah, Il laisse plus tard sa place dans le quatuor à Luis Fernandez. Je pense que jamais vous l'avez. Ouais, je pense qu'on l'aura pas, moi. Parce que tu vois, j'avais oublié qu'il y avait un quatrième mec. Avant que tu le sortes là, Cassera. J'arriverai pas. Henri Michel. J'aurai peut-être son nom, mais si tu me le sors, j'aurai peut-être son prénom, son nom. Et il est actuellement président d'un club dont le stade porte son nom. Ah bon. Mon pied. Gabriel, son vrai Bon nom. bah, je crois qu'on l'a pas, Je sais gros. pas, C'est gros. terrible, et pourtant je suis sûr que tu vas me le dire, je le saurais. Non, vous le connaîtrez pas, je pense, franchement. Bon, alors là, gros. Bernard Gengini. Ouais, de nom, j'ai entendu passer, mais alors là, c'est venu par un Ouais, je rigolo l'aurais qui a pas dû dit. le lâcher en rigolant, Ouais, quoi, je tu vois. l'aurais pas dit. J'aurais jamais dit. Alors, laissez-moi réfléchir à qui je vais prendre. Putain, j'ai eu le Euh, seum sur un Hadji, j'ai eu mec. le seum sur Pushkas. J'ai terrible. Bernard Fournier, c'est mon père qui a trouvé direct. Bravo Eric. Putain, faut que je vous trouve des mecs, mais là vous allez les trouver direct. Ah, j'en ai un qui est pas mal. Bon, c'est pas mon gaucher, mais. Ah ouais. Voilà, merci pour l'entertainment, les gars. On essaie de vous occuper, mais. 84 sélections en équipe de France pour 9 buts. Parcours dans le désordre. Dans le Malouda. désordre. Juventus, AS Saint-Etienne, Paris Saint-Germain, 3, Inter Miami. Né en 1987. Blaise Bien Matuidi. joué. C'est ça mon foot. Ouais, Ça t'en c'est fout. vraiment ça t'en fout, toi. Oh putain. Et Et ben voilà, une victoire pour Benjamin sur Blaise Matuidi, terrible. Ouais, mais Hadji. Et toi, tu choisis ça en dernier truc. Ah, aussi, tu voulais que- le mec. En vrai, tu sais ce que j'avais encore? J'avais pu faire Roberto Carlos, j'avais Marcelo, Gareth Bale, mais c'est trop facile aussi Gareth Bale. Fekir, trop facile. David Silva, tu l'avais déjà dit. Mo Salah et Robin Van Persie. Robin Van Persie, ça aurait pu être pas mal. Van Persie, c'était pas mal, je pense. Mm. Bah, tu pouvais encore en trouver d'autres. Hein. Ouais.
Ah bah, Je te dis, regarde par exemple Malouda, ça c'était pas débile. Ouais, Malouda. Puis en Ligue 1 même, t'en as quelques-uns. Hein. Mm. Monterrubio, Ouais. Kallstrom. Ah, Kallstrom. Moi je pense. Mais tu sais que Bastos, j'étais Michel persuadé que Bastos, t'allais ouais. faire le quiz sur team joueur de Ligue 1 des Ouais, années 2000, c'est ça qui m'a entre dit, 2000 et 2010. Gaucher Ligue 1, là, je vois pas. Oh, gaucher Ligue Ouais, 1. Gaucher j'aurais Ligue 1. rien. Déjà que j'ai pris 9-1 sur les stars mondiales de. J'ai cru que t'allais gaucher. sortir Ben Arfa quand même, il était droitier ou gaucher lui? Ben Arfa, Gaucher. gaucher. Ouais, ça aurait pu. Et aussi, t'en as ouais. tellement de gauchers. Ouais, il y en a. On a quand même des beaux joueurs, hein, Stoichkov, Maradona, Messi. Ouais, putain, ouais, c'est sûr que oui, là-dessus on peut pas dire le contraire. Ouais. Dommage qu'il soit pas sacheté. Ouais. Bon, on fait une bise au chat avant de faire une bise Ça à participait un tous peu les là. spectateurs. On embrasse tout le monde qui nous ont suivis. Encore une fois, on vous invite à suivre le compte Instagram de la buvette, puisque les comptes TikTok, Je vais puisque vous bon, régaler. les comptes Facebook, on l'embrasse. Même si c'est là où il y a le plus de followers. En tout cas, merci de nous avoir suivis, merci de suivre la buvette, encore et toujours. On vous embrasse et à mardi. À mardi, mardi. messieurs.